Pour vous, pour ceux et celles qui nous retrouvent, vous êtes encore les bienvenus sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce matin à PK11? Un homme a choisi de tuer, oui, de se donner la mort après avoir tenté de tuer ses enfants, tout simplement parce que ce dernier estimait que sa femme le trompe avec la complicité de ses enfants. Une situation qui a mis le quartier PK11 ce matin dans les mois. Les populations se sont réveillées avec une stupéfaction à nul autre pareil. Qu'est-ce qui a pu vraiment se passer dans la tête de ce dernier afin qu'il tente de tuer les enfants et surtout de se donner la mort par la suite? Où est la femme aujourd'hui? Pourquoi choisir bien sûr de tromper son époux? Qu'est-ce qui peut justifier les réalités ou les raisons d'un éloignement de la femme dans son foyer? Qu'est-ce qui peut justifier également qu'un homme se donne la mort parce que les enfants seraient assurément en complicité avec leur maman en ce qui concerne son infidélité? Au moment où nous vous parlons, les enfants sont sous soins intensifs dans un hôpital de la place. L'homme, lui, quant à lui, est bien évidemment conduit à la morgue. Et pendant que nous le disons ce matin, effectivement, tout le quartier PK11 ici à Douala est dans l'émotion. Madame, monsieur, bonjour à vous. Installez-vous confortablement. La grande famille et moi-même, ensemble, nous vous conduirons jusqu'à midi. Question de mieux comprendre en même temps les réalités qui entourent le Cameroun aujourd'hui. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Charles Amembachou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je me suis levé avec un sourire ce matin et je tire un coup de chapeau aux populations de Mbanga qui sont allées à la chefferie rencontrer leur chef et réclamer la lumière. Ils n'avaient pas d'énergie depuis une semaine. Ils sont allés faire pression. Le chef a dit, attendez, je porte mon pantalon. On va ensemble à l'agence. Et à l'heure où je vous parle, ils sont à l'agence Eneo de Mbanga pour réclamer qu'effectivement, il y ait la lumière. J'invite véritablement les populations désormais. Ça ne sert à rien de descendre dans la rue. Allez apprendre vos chefs. Ils sont des auxiliaires. Ils ont des salaires. Ils sont payés par l'État. Ils doivent désormais travailler. Dans tous les cas, passons. Passons pour faire un tour et se poser une autre question. Que se passe-t-il au Nord Cameroun? Pourquoi aujourd'hui, sur le plan politique, on s'intéresse désormais au Grand Nord? Quelle est la vérité qu'on a cachée pendant des années au sujet de ce Grand Nord et quel est l'ensemble des flouages, permettez l'expression, dans lesquels on nous a poussés? On a eu le Parti Univers, on a eu le PCRN qui subitement se sont réveillés après des années pour aller réveiller, on va dire, le Grand Nord. Et maintenant, c'est un transfuge et du SIF et du MRC qui désormais annonce aussi sa descente. On se dit à quelques jours ou à quelques mois de la sortie de Mamadou Mouta, le Nord, trop d'enjeux pour le Nord. Et si bien avant on nous avait floué à travers les chiffres avancés sur ce Nord Cameroun, la vérité finira par triompher. Vous parlez d'une vérité qui finira par triompher, Charles Amembachou. On parle également de la fille aînée du renouveau, qu'est l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui, dont on sait que la population est une population très importante et pour beaucoup, entre guillemets, ils sont qualifiés de bétail électoral. Qu'est-ce qui se passe exactement, puisqu'on vous rejoint dans vos questions ce matin dans le Grand Nord aujourd'hui? Est-ce que c'est là-bas que la bataille de l'avenir, du pouvoir, serait en train de se jouer? Oui. Qui serait en train de tout fomenter pour ramener les politiciens dans le Grand Nord et surtout tout faire pour museler le mouvement 10 millions de nordistes aujourd'hui? Transformer en un nordiste une carte d'électeur. Un nordiste, une carte d'électeur. Madame, Monsieur, justement, on en parlera. C'est là où on est poil maintenant à la question. Tous ces 60% qu'on donnait, il n'y avait pas de carte d'électeur à l'époque. Il y a des vérités qu'il faudrait à un moment donné savoir et dire à ce niveau. Est-ce que le premier envoyé en mission au Nord a échoué? Ou son arrogance aura démontré qu'on ne peut plus lui faire confiance, raison pour laquelle il faut travailler un deuxième? Autant de questions, M. Michel Ngatiou. Dans les jours à venir, beaucoup de choses seront dites sur cette affaire du Grand Nord et tous ces chargés de mission qui désormais s'y rendent. Les Camerounais devront-ils toujours faire confiance aux élites des localités camerounaises? Comment expliquez-vous qu'en 2020 aujourd'hui, lorsqu'il y a une revendication dans une communauté bien connue, que ceci se retourne plutôt vers l'élite qui en même temps est une personne nommée qui viendra vous donner
on dira les propositions de X ou Y parlant justement du gouvernement camerounais. Est-ce que les Camerounais ont élu, bien sûr, les élites? Est-ce que les Camerounais ont élu un président ou encore les députés, voire les maires, dans ce qui concerne bien sûr la proximité ou la décentralisation? Comment comprendre la place ou le rôle des élites aujourd'hui dans la société camerounaise? Devons-nous continuer justement à leur faire confiance? D'ailleurs, c'est le cas dans la région de l'Ouest, notamment dans le département du Ndé. Il y a des élites dans le Ndé en même temps qui continuent de s'aimer le trouble et le désordre de ce côté-là. Et nous nous posons la question 1000+1 fois, les populations doivent-elles continuer à faire confiance aux élites ou encore aux élus? Question posée ce matin. Bonjour, Bobo Bengan Kandji. Bonjour, M. Ngatounumba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous avez parlé des chiffres. Eh bien, Elections Cameroun lance depuis janvier, le 1er janvier qui arrive 2021, le processus de révision des listes électorales. Il s'agit bien de la révision et non de la réforme. Révision, ça veut dire que tout le monde se réinscrit. Voilà. Oui, révision. Donc on recommence. Oui, on recommence totalement les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun. Alors, est-ce que le débat réel, c'est à ce niveau, alors que les Camerounais, pour la majorité, demandent à ce qu'il y ait révision plutôt du code électoral, que l'on revienne vous parler d'une révision du fichier électoral? Oui, la lutte est unie sur tous les fronts. Les hommes politiques nous disent aussi qu'il faut mobiliser pour avoir le rapport de force nécessaire pour renverser le système en place. Et lorsqu'on a fait le choix de procéder par les urnes, il faut bien s'inscrire en masse. Mais s'inscrire en masse ne veut pas dire qu'on ne sait pas qu'il y a d'autres pistes à explorer. Donc il y a plusieurs pistes à explorer, notamment, tel que vous avez dit, la conscientisation de la population, dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas d'électricité, on n'écrit pas seulement au sous-préfet, on va à l'agence Eneo pour réclamer l'électricité. Si on n'a pas de l'eau, on va à l'agence Kamwata avec le chef en premier. Donc voilà, je pense que les Camerounais commencent à prendre par le bon bout. La conscience est bien évidemment la présence de Dieu en nous, donc nous devons tout faire pour garder ces valeurs. Prenons conscience de l'avenir du Cameroun, prenons conscience de la construction qui nous interpelle les uns et les autres, prenons conscience justement de l'enjeu d'un avenir radieux pour nos enfants et pour le peuple camerounais dans sa majorité. Karine Sontia, bonjour à vous ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest a décidé de la suspension des activités de Médecins sans frontières dans sa région d'administration, et ce depuis le 8 décembre dernier. Dans son territoire de commandement. Et ce depuis le 8 décembre dernier. Alors, ce qu'on reproche depuis le début de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest à Médecins sans frontières de la part du gouvernement, c'est notamment de venir en aide à travers des soins médicaux aux séparatistes. Effectivement, tout comme Boris Johnson, Donald Trump, Tebboune, Prince Charles et autres, aujourd'hui c'est le président français Emmanuel Macron qui est en isolement. L'actualité fait le tour de la toile depuis quelques jours où on nous fait savoir que ce dernier aurait contracté le Covid-19 et a choisi bien évidemment de se mettre en isolement. Est-ce que c'est une campagne pour créer, on va dire, de l'empathie chez les Français et même à travers le monde aujourd'hui? Est-ce que c'est une promotion forte en même temps autour du vaccin, de tout du Covid, qui est en grande promotion et qui est longuement proposé à travers les médias du monde aujourd'hui? Est-ce que c'est une manière de dire justement au peuple africain, moi je suis président, j'ai contracté le virus et dans les jours à venir, j'irai me faire vacciner moi aussi? Attention madame, messieurs, ouvrez les yeux, gardons le bon cap, n'oublions jamais d'où nous venons et surtout n'oubliez pas que l'essentiel, c'est sur le continent africain. Karine Sontia, bonjour. Dominique Audrey, bonjour à vous. Et ça, c'est Mathieu qui... C'est votre tournure que vous prenez. Dites, attaquez les choses de manière frontale. S'il y a un plan monté par... Je vais aller prendre mon vaccin. Dites que...
Monsieur Béthier. Voilà. Donc, on tombe d'abord malade. C'est la campagne de On vaccination tombe qui va... d'abord malade et tout à l'heure, et après on vous dira, écoutez, il allait prendre son vaccin pour désormais se mettre à l'abri du virus. Et faites comme moi. Attention, madame, monsieur, les Africains doivent rester très, très, très C'est vigilants. comme l'autre de sa fille, que ma fille vient de prendre le Voilà. vaccin. Je suis un papa comblé. Bonjour à vous, Dominique Audrey. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce vendredi, on s'en va du côté du Tchad avec cette histoire qui, oui, encore cette semaine, avec un monsieur qui nous écrit. Il dit qu'il est chef d'entreprise et que dans son entreprise, il a 2 employés qui sont cousins germains. Il raconte que lundi matin, il s'est levé avec le corps un peu lourd. Il dit qu'il avait de mauvais pressentiments et il a demandé à sa femme de ne pas envoyer sa fille à l'école. Lorsqu'il arrive au bureau, l'un de ses employés, l'un des 2 cousins, demande à le voir et il demande qu'il rentre. Pendant qu'il échange, son employé éclate en sanglots et avoue le plan qu'ils avaient pour enlever sa fille ce lundi-là. Malheureusement, le plan n'a pas marché parce que sa fille n'était pas à l'école. Conséquence, on n'a pas pu la kidnapper. Lorsque son employé lui raconte l'histoire, il lui dit « Avec qui est-ce que tu as décidé de fomenter ce coup ?» Il dit que non, j'étais avec mon cousin, donc on a pensé à le faire tous les 2. Alors le monsieur, le chef d'entreprise, le monsieur qui nous écrit l'histoire, fait appel à la police et la police les embarque. Au niveau du commissariat, ils ont avoué qu'effectivement, ils avaient pensé à enlever l'enfant, mais ils ne voulaient pas lui faire de mal. Ils voulaient simplement avoir de l'argent. Et à la police, on leur demande « Est-ce que le monsieur vous devait de l'argent ?» Ils ont dit non, il ne nous devait pas de l'argent. Au contraire, le terrain sur lequel on habite et sur lequel on a construit, c'est lui qui nous a donné de l'argent. Il nous a fait un prêt d'argent et on a pu s'établir. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas encore pu payer nos dettes. Donc, lorsqu'on les a incarcérés, les chefs de famille et le chef de canton de ces 2 cousins se sont ramenés du côté de leur patron et ont remis des lettres de demande d'excuses. Et le patron a demandé qu'on les libère. Aujourd'hui, la question qu'il nous pose est de savoir est-ce qu'il doit passer outre cette histoire et recommencer, leur donner une seconde chance en les gardant dans son entreprise. Après ça. Voilà, c'est une histoire, on va dire, très compliquée bien sûr ce matin, mais il faut l'aider à se retrouver, donner chance à ses enfants. Et là, c'est la question qu'il pose ce matin, alors qu'ils ont tenté, alors qu'ils ont fomenté un complot pour lui enlever sa fille. Moyennant de l'argent, oui. Pour lui stocker de l'argent, pour lui faire du chantage. Oui. Et ça nous rappelle rapidement ce qui se passe en ce moment au Nigeria, où vous savez que des enfants à nouveau ont été enlevés dans une école au Nigeria. Après ce qu'on a connu, je pense bien en 2015, si mes souvenirs sont exacts, avec les filles de Chibok. Chibok, oui. Voilà. Donc en ce moment, il y a un slogan sur les réseaux sociaux qui tourne très bien, Bring Back Our Boy. On sait également qu'il y a eu l'hashtag Bring Back Our Girl. Et ce matin également, on aurait pu dire pour ce monsieur, bring back my daughter. C'est ça? My daughter? Yes. My daughter. My daughter. Ma fille, Ok, thank you. Eh bien, comment est-ce qu'on peut bien expliquer aujourd'hui qu'il y ait une jeunesse qui ne pense qu'à vouloir escroquer de l'argent aux gens au moyen du chantage, au moyen justement d'un enlèvement? Qu'est-ce qui peut expliquer cette, on va dire, cette désorientation d'une jeunesse qui se veut quand même forte aujourd'hui, Karine Santia, qui devait être forte, mais rentrer dans des projets comme cela, c'est quoi? Ce sont les films qu'on regarde à l'étranger, c'est les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est une recherche de la facilité. Qu'est-ce qui explique justement ce genre d'attitude de votre point de vue? L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un animal social. Ça veut dire que, comme un animal, ils ont des besoins et parfois ces besoins-là rejoignent l'avarice. Parce que c'est dans ça qu'on s'inscrit aujourd'hui. C'est des personnes cupides qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Et ce n'est pas parce que votre patron est un membre de votre famille, parce qu'on dit que ce sont des cousins germains ou tout ça. C'est pas parce que votre patron est membre de votre famille que vous devez... Les 2 employés sont cousins. Ah, les 2 sont cousins. Oui. Ils ont voulu... D'accord. Ça veut dire que c'est des personnes tout simplement cupides. Parce que on a toujours autour de nous des personnes avec lesquelles on travaille qui ne nous voient pas d'un très bon œil, mais qui sont obligés de travailler avec nous parce qu'au moins ça apporte quelque chose dans leur plat et qui sont capables de tous les coups
Je dis de tous les coups pour vous faire du mal. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir de l'argent. Il vous dit bien qu'il voulait avoir de l'argent, il voulait kidnapper la fille, il ne voulait pas lui faire du mal, il voulait juste que le patron leur donne de l'argent. Pourquoi faire particulièrement? Peut-être pour rembourser la dette qu'ils ont contractée auprès du patron, peut-être pour s'enfuir, parce qu'il y a des personnes comme ça autour de nous qui sont foncièrement mauvaises, avec un cœur noir et qui avec vous rient tous les jours. Oui boss, merci boss, d'accord boss, je vais le faire, je vous donne le rapport boss, mais pour voir ce qu'ils pensent de vous dans le cœur, je vous assure que vous allez fouiller la mer Noire, vous n'allez pas trouver, parce que c'est des personnes qui sont foncièrement mauvaises et on les trouve partout. Et c'est un rapport employeur-employé, donc il n'a même pas besoin de faire des attaches avec eux. Mais qu'est-ce qui peut justifier, Karine, que des gens comment dire, réfléchissent? C'est l'avarice. Parce que pour eux, quand le patron achète une voiture et qu'eux, ils vont à pied, c'est un problème. Quand le patron inaugure peut-être une nouvelle agence de l'entreprise quelque part, ils disent que donc il y a beaucoup d'argent avant qu'il fait les inaugurations comme ça et le salaire n'a pas augmenté, c'est un problème. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui sont foncièrement mauvaises. Maintenant, il y a aussi des patrons qui n'arrivent pas à lire l'atmosphère dans laquelle ils se trouvent. Il y a des patrons qui ne connaissent pas leurs employés. Et pourtant, quand vous travaillez avec des gens, vous devez avoir un minimum de connaissances d'eux. C'est pour ça qu'il y a les ressources humaines en entreprise. Ça fait que l'employé, avant de vous rencontrer, traverse un certain nombre de protocoles. Ça fait que le responsable des ressources humaines est capable de connaître quel employé a tel background par rapport à ce qu'il fait. Il y a des employés qui arrivent dans des entreprises et pourtant leur background n'est pas propre. Pourtant, le responsable des ressources humaines, généralement, mène des enquêtes par rapport aux employés. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que... Du moins, ce qu'on appelle une enquête de moralité. Oui, quand même. On ne connaît pas toujours les personnes avec lesquelles on traite. Mais ça, c'est l'occasion pour l'employeur de faire les états généraux de son entreprise. Parce que ceux-ci, avec ce coup-là, d'autres ont certainement des coups de vol. Oui, des coups de vol. Disparition des pièces en entreprise. Donc, si ceux-ci n'ont pas réussi le coup du kidnapping, parce que il y a quelqu'un parmi eux qui s'est senti gêné et qui a trouvé que c'était pas bien et s'est rendu, il faut qu'ils fassent les états généraux, parce qu'il y a des gens en entreprise certainement qui ne veulent même pas kidnapper, mais qui veulent qu'il soit mort et sont capables de déposer n'importe quoi pour qu'il décède. Donc, il doit vraiment se méfier de son environnement. Et il donnera-t-il une chance à ces Non, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin parce que c'était pas des rapports familiaux. Il a juste fait, il se protège et maintenant il va porter plainte parce que maintenant si quelque chose lui arrive et qu'un jour il disparaît, on saura qu'il faut d'abord demander à telle personne avant d'aller vers d'autres personnes. Parce que si quelqu'un est capable d'enlever votre enfant, il est capable de vous faire à vous un mal encore plus grand. Prendre conscience, on dit souvent demander pardon, c'est... Qu'est-ce qu'on dit souvent? Une faute avouée. Une faute avouée, à moitié pardonner, mais pas oublier. Il ne faut pas oublier. On n'oublie jamais, on n'oublie rien en réalité. Donc, on choisit juste pour le fait que cette faute était une faute anti-professionnelle, c'était même pas une faute qui a trait à la profession, parce que si c'était une faute professionnelle, genre ils n'ont pas bien fait un travail une tâche qu'on leur a assignée, ok, il aurait eu des sanctions. Mais là, c'est le kidnapping, c'est une faute que c'est le ministère public qui gère, mais sauf qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, donc là, vraiment, il doit se séparer de ces derniers. Il ne peut pas les garder autour de lui. On devrait justement voir dans quelle mesure encadrer quand même, on va dire, peut-être ces derniers, avant de les mettre à la porte, de mes côtés, parce qu'en les mettant à la porte, on va dire, brutalement, on peut créer de nouvelles, on va dire, ça peut être une cause qui peut avoir des conséquences plus graves dans la société par la suite. On peut comprendre sa gêne. Bon, justement, il les écarte de l'entreprise, il leur donne un peu d'argent, il vous dit allez vous chercher ailleurs. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Comment s'en écarter de votre point de vue? Je crois d'abord que pour le monsieur, pour qu'il se sente bien, il est important qu'il pardonne. Il doit pardonner pour avoir la paix intérieure parce qu'il a l'impression, au fond de lui, il veut se débarrasser de ces personnes qui sont nocives. Ça veut dire que si ces personnes avaient la possibilité de brûler son entreprise moyennant de l'argent, je vais dire n'importe quoi, ce sont deux entreprises de bâtiments ou bien deux restaurants concurrents et que le promoteur d'en face vienne leur donner de l'argent pour brûler l'entreprise de leur patron, il aurait fait moyennant de l'argent. Lorsqu'on travaille dans l'entreprise de quelqu'un,
pour que tout fonctionne, il faudrait qu'on ait la sensation, qu'on travaille comme si cette entreprise était la nôtre pour que ça fonctionne. Lorsque vous aimez l'emploi, lorsque vous aimez l'entreprise pour laquelle vous fonctionnez, vous travaillez, il y a des choses que vous ne pourrez en aucun jour faire. Donc ceci, ce sont des traîtres, malheureusement. Et notre société fabrique, cultive ce genre d'individus. La cupidité, on dira, l'avarice, Karine a dit. Mais à côté de ça, moi je vois des maîtres chanteurs. Ce sont des gens qui se nourrissent de l'angoisse des autres pour pouvoir être, pour pouvoir exister. S'ils réussissaient même à avoir cet argent, je suis sûre que ce serait pour acheter de nouvelles chaussures, ou bien pour avoir de nouveaux vêtements, ou bien comme c'est l'approche des fêtes de fin d'année, donner l'argent des fêtes à la petite. Parce que logiquement, si un homme arrivé à un certain âge, quasiment la trentaine, ne peut pas réfléchir à comment fructifier honnêtement de l'argent, on n'a pas à s'enticher de ce genre de personnes, parce qu'il va corrompre votre entourage, corrompre vos autres employés. Donc il n'y a même pas de procès à avoir là-dessus. Oui, la société va vous juger. On va dire que vraiment, on n'a rien fait à votre enfant et tout. L'histoire restituée ce matin de Dominique Audrey, c'est au Tchad, Cameroun. Oui. Et quand on sait également que dans la cordillère Cameroun-Tchad, Nigeria, Boko Haram sévit d'ailleurs, Oui. est-ce qu'on ne peut pas dire que Boko Haram ou les terroristes seront en train d'enseigner de nouvelles techniques à une certaine génération du comment se faire de l'argent aujourd'hui à travers les enlèvements et les chantages? La télé aussi. La télé également, les films qu'on nous montre tous les jours, les séries. 24 chronos. Voilà. Je vous dis Vous ne parlez que de ça, avec les enlèvements. Charles Amel nous a dit ici que si quelqu'un veut être un dynamiteur aujourd'hui, vraiment, on ne va plus chercher midi à 14h. Ça s'apprend rapidement et c'est disponible à la portée de tous et de tout le monde. Ils disent qu'ils ne voulaient pas faire de mal à l'enfant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que s'ils avaient pris cette petite fille, ils ne l'auraient pas violée. Le diable est comme il est, il a la possibilité d'entrer et de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on en sait? Rien du tout, il n'y a aucune garantie. Dans cet homme, je l'invite à lire le psaume 130 sur le pardon pour avoir la force, le courage de pardonner. Mais en pardonnant, vous vous libérez de ces gens-là. Pourquoi vous Mais c'est la foi, non, Charles? Surpris quand on parle de psaume 101, Charles Amel? 130. C'est ma pasto. C'est une solution pour amener celui-ci à apprendre à pardonner. Hein. Ça a quand même duré, oui. Dieu est au milieu de nous. Voilà. Dieu est au milieu de nous. Monsieur Michel Ngatiou. Comment est-ce que c'est pas la facilité qui ferait que la jeunesse aujourd'hui ne soit plus capable de travailler véritablement et de mériter son pain, Monsieur Mbachou? Monsieur Michel Ngatiou, on ne cache pas le bonheur. On ne cache pas le bonheur. C'est la raison pour laquelle tous les 10 ans, on refait l'acte de naissance, on refait la carte nationale d'identité. On ne cache pas le bonheur. Je ne sais pas si ce détail est important, mais le papa de la jeune fille, c'est le petit garçon qui avait été porté, à qui on avait enduit de salive. Celui qui a dit qu'il a eu il a dit, je ne sais pas si c'est important. Vous savez, sur le plan spirituel. Gardons l'histoire. Monsieur Michel Ngatiou, on ne travaille pas pour quelqu'un. On travaille avec quelqu'un. Voilà. On ne travaille pas pour quelqu'un. On travaille avec quelqu'un. Quand vous travaillez pour quelqu'un, vous vous mettez dans la position de l'esclave, de celui qui subit. Quand vous travaillez avec quelqu'un, vous accompagnez, vous cheminez vers le succès. Quand on accomplit ça, on peut véritablement vivre ensemble dans une structure. Oui. Quand vous êtes dans une structure, vous dites les choses ne marchent pas. Oui, vous pouvez le dire. Mais vous oubliez que vous avez des collaborateurs qui touchent du doigt les véritables réalités avant vous, qui maîtrisent les chiffres comptables, qui maîtrisent tous les entrées, qui maîtrisent les proformas, qui maîtrisent. Et en entreprise, ça chuchote. Ça chuchote, ça parle, ça commère, ça glisse. Alors, est-ce qu'il appartient à cette classe de patrons qui, au lieu de partager, de redistribuer les ressources, s'accapare des ressources? C'est important oui, il faut poser la question. C'est le hasard. Non,
Permettez-moi, vous allez dans le sens, vous avez résolu direct. Moi, je prends de manière générale, je vous ai toujours dit, je prends de manière générale. Est-ce qu'il redistribue? Vous avez des gens qui travaillent dans des entreprises, M. Michel Ngatou, je prends le cas des microfinances, où le chef d'agence d'une microfinance donne des crédits de 10 millions, 5 millions. Il plaide même sur des dossiers. Et vous savez combien les chefs d'agence touchent 125 000 francs. Mais il leur donne des demandes de crédit de 10 millions. Vous pensez que celui qui le fait dans sa tête, il n'a pas de plan? Il va chercher des gens au quartier, viens faire le crédit, non? Viens t'inscrire, viens faire le truc, tu montes un projet, derrière tu prends, tu donnes ma part, tant. On a vu beaucoup de microfinances tomber à cause de ça. Mais la faute à qui? Aux gestionnaires, aux propriétaires, pour qui c'est d'abord moi, avant les autres, M. Michel Ngatou. Ne dites jamais que vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Quand vous sortez de chez vous, M. Michel Ngatou, vous avez des voisins qui viennent fouiller la poubelle. Hey, aujourd'hui, on a mangé les œufs. Même avec la sardine. Quand vous rentrez le soir, on dit que grand, ma grand, j'ai besoin de 200 grammes. 200. Tu dis que petit frère, je n'ai rien. Je ne peux même pas t'aider. Il dit, ok, grand, il n'y a pas de problème. Il a évalué les œufs du matin. 200, un œuf, comme c'est monté. Et on n'a même pas fini. Fois 2, fois 3, ça fait, vous mangez 700 plus une sardine, 900. Le lendemain matin, il est encore dans votre poubelle. Au moment où vous jetez. Je vous le dis, parce que c'est des exemples vécus. Vous pensez que vous allez marcher. Le premier jour, on dit qu'il y a un peu le noir, il y a un petit règlement, vous passez, vous prenez un coup de poing, vous dites que merde, je n'avais même, j'attendais pas, je passais seulement, j'ai pris. C'est la colère que les gens portent. Il y a des frustrations que les gens portent qu'ils ne disent pas. Est-ce que ces jeunes étaient frustrés? Je ne suis pas là pour valider, je le reprécise, l'action qu'ils ont posée, mais je suis là pour interpeller la conscience. Est-ce qu'ils ont, d'une quelconque manière que ce soit, posé un problème qui n'a pas reconnu une attention? Est-ce qu'ils ont... Parce qu'en entreprise, vous avez des gens qui vont venir vous dire, gars, c'est mauvais, j'ai des soucis, j'ai ma mère qui est malade, j'ai ma petite soeur qui est malade, ça ne va pas. Parfois, c'est entre collègues même que ça commence. Prête-moi 5 000. Dès que le salaire passe, prête-moi 2 000, prête-moi 3 000, prête-moi 4 000. On va voir le responsable des ressources, on va voir le boss, on va voir le... Ah, monsieur, il n'y a pas d'argent, hein, on ne peut pas vous aider, l'entreprise se porte au bas. Vous voyez, c'est des choses... Or, en entreprise, il devait avoir, comme Bombok dit souvent, un accompagnement psychologique pour certaines personnes et déceler rapidement ce type d'individus qui ont des comportements susceptibles à s'aimer le doute dans toute l'entreprise. Donc c'est ça que j'ai celui. Mais malheureusement, comme on recrute le notable du quartier, du village, comme on recrute le petit frère du chef, comme on recrute la petite sœur de la femme de la reine, la petite sœur de la reine de la chefferie, on se retrouve dans ce melting pot à vivre un ensemble de choses comme ce que ce monsieur est en train de vivre. Vous avez dans la vie 3 catégories de personnes. Ceux qui disent qu'ils veulent faire et ils font. Ceux qui disent qu'ils ont envie de faire, ils n'ont pas assez de force pour pouvoir le faire. Ils passent par quelqu'un d'autre pour le faire. Et ceux qui disent j'ai envie de faire, je n'ai pas de force, j'abandonne. Donc je pense que ce monsieur, il faudrait qu'il organise, comme a dit Karine, une assise générale avec ses différents employés. Dans chaque entreprise, il y a des boîtes à suggestions. Parfois, on demande des boîtes à suggestions, vous avez des boîtes anonymes, il y a des situations que vous vivez, que le boss ait le temps de prendre, de lire, de parcourir, qu'il organise des états généraux où les gens pourront s'exprimer, poser leurs doléances et voir dans quelle mesure réaménager si possible, en fonction des rentrées, réaménager et permettre à tous d'être on ne peut plus à l'aise parce que c'est après chaque problème qu'il y a une expérience. Il a une expérience aujourd'hui, surtout qu'il ne les rembauche pas. Qu'il ne les rembauche pas, les deux, qu'il crée encore une zone de sécurité et réaffermisse. Parce que généralement, je ne comprends pas. En tous les cas, il ne faut pas refaire notre débat, mais qu'il resserre la sécurité autour de ses enfants. Parce qu'ils peuvent partir et recréer. Soit il crée une prime de bonne séparation, comme il est apôtre de la paix, une prime de bonne séparation. Il a dit, bon, allez vous débrouiller. Merci beaucoup, M. Mathieu Charles Hamel. Ce matin, pour votre point de vue sur la question, sur l'histoire de ce matin, Bonbon Bengan, certainement pour l'ascension, on va dire majeure, ce matin, interpeller les patrons d'une part, interpeller les employés d'une autre part, interpeller la jeunesse camerounaise, enfin la jeunesse africaine, qui s'emploie à la facilité, interpeller justement la vigilance des parents également à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous dites, Bombok? Et quitter l'occidentalisation des choses, l'occidentalisme, c'est ça. Ça, c'est l'Occident qui apporte ce genre de choses. Ici, les cas d'enlèvement des filles n'intervenaient que
quand on avait un frère qui n'arrivait pas à draguer une femme, n'arrivait pas à trouver une épouse. Ou quand on voulait une femme pour le chef. Voilà, non. Non, à l'ouest de Cameroun, quand on voulait une femme pour le chef, on enlevait des femmes et puis on revenait de la famille. Écoutez, voilà, on a choisi votre fille. Non, c'est pas comme ça. À que ça l'ouest se aussi. faisait. Ah bon? Non, on vous a mal. Pour le chef, j'ai dit, on sait que les filles de tel village se lavent à tel marigot à 17h. On procède à l'enlèvement, mais le même soir de l'enlèvement, une délégation vient et va vous dire que c'est pour telle chose. Première chose. Deuxième chose, le chef ne procède pas. On donne au chef. On donne au chef. Parfois, il voulait une femme, précisément. Voilà, et on allait kidnapper. Non, c'est pas comme ça. Je connais une Il histoire. veut, mais justement, si le kidnapping pour le chef, non. Il dit, je veux la fille aînée de Oyengelek là. On part, on l'amène. On livre au chef. Bon, non, on enlève. Ici, en réalité, l'homme, il doit se séparer d'eux, le chef d'entreprise. Mais, parce qu'il y a des orientations, vous avez parlé de la culture africaine. Quand quelqu'un a enterré, vous a aidé à enterrer vos parents, vous a aidé à vous bâtir. Pour le cas d'esprit, j'ai pu entendre qu'il a acheté du terrain, ils ont construit, Et ils sont en train de rembourser. Et voilà, donc ça veut dire c'est des genres de personnes qui sont nées pour porter la communauté. On ne les attaque pas. Et on ne les attaque pas. Et lorsque lui, ce chef d'entreprise, je pense qu'il est effectivement dans la catégorie des décideurs que nous voulons en Afrique, c'est-à-dire les gens qui sont protégés par les ancêtres. Quand vous êtes protégé par vos ancêtres, vous ne pouvez pas interdire aux gens de penser du mal de vous, mais tout le mal qu'on pense de vous, tous les complots qu'on peut lever contre vous, ça se dévoile et ça se dissipe. Et les gens eux-mêmes vont vous dire, de toutes les manières, il y aura un mécanisme, j'allais dire naturel, qui vont faire en sorte que le complot sera éventué, ne va pas aboutir. Donc, et c'est ça qui amène donc à ce que vous appelez le pardon. Vous pardonnez, vous dites, d'accord, comme nous sommes dans un environnement où il faut dénoncer, donc même dans notre société, on dit, ce gars a dit qu'il voulait voler mes chèvres. Ce gars a dit qu'il voulait, donc il faut que la communauté sache. Mais vous, vous dites, je voulais qu'on sache le comportement des uns et des autres. Comme c'est le procureur ici, bon, le ministère public pourra charger de l'affaire s'il veut, mais lui, le chef d'entreprise, il les pardonne, mais il les licencie. Dans ce licenciement, justement, il peut ajouter autre chose en disant, je donne même une prime de bonne séparation. Parce que, voilà, vous laissez. Et on annule la dette. Oui, oui. Voilà. Ou alors dans la prime de bonne séparation, puisque les gars avaient encore une dette, il a dit, je vous ai donné terrain, même la dette là, je pardonne, mais on se sépare. Merci beaucoup. Donc, je ne veux plus rien ajouter, puisque les gars lui devaient de l'argent. Voilà, je voulais dire, je vous ai donné terrain, même l'argent que vous auriez dû me donner pour compléter, rester avec. Voilà, super. Merci à vous, Bonbon, Karine, Dominique, Charles Hamel. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui nous regardez ce matin. Vous nous laissez vos commentaires, vos appréciations sur la page 10-12, le Zénith. Là encore, nous sommes sur Facebook ou encore en live pour ceux qui nous regardent toujours sur Facebook avec Equinox TV. Dans un instant, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la désertion des fonctionnaires et plus particulièrement des enseignants dans les régions anglophones et les menaces du ministre des Enseignements secondaires. Qu'est-ce qui fait fuir les personnes affectées en zone rurale? Telle est la question que Madame le ministre des Enseignements secondaires s'est posée il y a 2 semaines lorsqu'elle était à la recherche, lorsqu'elle a lancé le cri de guerre parce que 1002 enseignants ont disparu. Ils ne sont plus dans les salles de classe dans les régions anglophones, a-t-elle dit.
Nalo Valionga, Madame le ministre des Enseignements secondaires. Qu'est-ce qui fait fuir les fonctionnaires dans les régions anglophones de ce pays? Pourquoi le ministère des Enseignements secondaires, l'administration territoriale, bref, la présidence de la République, s'est-elle plusieurs fois lancée à la recherche et à la conquête et des autorités administratives et des fonctionnaires dûment affectés dans les différentes zones anglophones? Pourquoi le NOZO fait-il peur aux fonctionnaires? Aucune explication objective n'est apportée par les concernés. Plusieurs autres sources évoquent les raisons sécuritaires. On s'est même retrouvé à des considérations de démissionnaires pour certains. On est allé plus loin même en les radiant. Cela n'a fait qu'empirer parce que ceux mêmes qu'on a affectés ont dit qu'ils ne partent pas. Le dernier cas en date, c'est le surveillant général du lycée bilingue de Daido qui a été affecté à Batibo. Il a dit « je ne pars pas, je suis déjà en retraite ». Rester avec, affecter quelqu'un d'autre. Le gouvernement camerounais est confronté au phénomène de désertion des fonctionnaires dans les régions anglophones en crise. Des abandons de postes qui se sont multipliés dans le pays et plus particulièrement dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. À coup de communiquer aux accents répressifs et fortement médiatisés, responsables des services publics et autorités administratives tentent au quotidien de rappeler à l'ordre ceux des fonctionnaires n'ayant pas manifesté leur présence effective au service depuis belle lurette. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a fait plusieurs sorties. La présidence de la République, via son SGPR, a fait plusieurs sorties. Les différents ministères, départements ministériels, autant pour moi, ont fait des sorties, les chefs de département, pour rappeler à l'ordre les différents troupes en disant que le service devrait être effectif, sauf qu'à ce jour, rien n'a été fait. Entre-temps, il y a eu une action forte et très appréciable, menée par le ministre de l'administration territoriale à travers une descente musclée et l'installation de nouvelles autorités administratives dans les terrains où les anciens avaient fui, avaient abandonné, avaient déserté. Sauf que quelques jours après qu'il est sorti lui-même, monsieur le ministre de l'administration territoriale, cette note exigeant désormais une autorisation spéciale pour avoir une maquette, la 202 comme on appelle. Force est de constater encore que de ce côté, c'est par PO, certains responsables administratifs ne sont pas dans les zones, ce qui fait coincer l'administration. Une chose paraît certaine, c'est que les fonctionnaires concernés semblent bien s'accommoder de la formule fort ancienne mais toujours d'actualité, faute de quoi l'intéressé sera placé en position d'absence irrégulière. Ça ne les dérange pas. Comment comprendre que les fonctionnaires de tous les sectoriels jouent les abonnés absents? Savez-vous que dans certaines écoles qui n'ont plus que des noms, les centres de santé, les délégations départementales, d'arrondissement et dans d'autres services et structures, cette situation d'inconfort subit et pose clairement la problématique des affectations des personnels de l'État? Était-ce parce qu'ils ont choisi volontairement de ne pas aller? Était-ce parce que les frais et primes ne suivent pas? Quelle est la raison? L'État se retrouve coincé, pas moyen de mettre la main sur les démissionnaires, sur ceux considérés comme des absentéistes. Que faire? Réaffecter de nouvelles personnes qui, elles aussi, se retrouvent à se comporter comme les anciennes. Rappelons-nous qu'il n'y a pas longtemps, la présidence de la République avait récemment demandé au ministre de l'administration territoriale de réinstaller les fonctionnaires déserteurs. Chose très compliquée au regard des réalités vécues sur le terrain. Dans le seul secteur de la santé, les chiffres donnent à réfléchir. Le pic de concentration du personnel soignant en zone urbaine contraste avec la pénurie des ressources humaines en zone rurale. À titre d'exemple, 25% de médecins et 38% d'infirmiers exercent dans les différentes zones rurales, dans les zones anglophones. Comment en est-on arrivé là? Point d'interrogation. Et là, on a appelé encore à se demander si sur le plan médical, on ne parvient même pas à avoir le nombre, le chiffre suffisant de médecins et de personnel soignant. Que feront les autres? Il y a un manque de commodités telles que l'eau courante, l'électricité,
santé, les télécommunications, les services bancaires, les écoles et lycées, la faible rémunération, les mauvaises conditions de travail, les opportunités limitées de développement professionnel, disent certains SOCAP comme étant les raisons pour lesquelles ils ne parviennent pas à se déplacer dans ces différentes zones. Comment comprendre que beaucoup d'autres chefs de services régionaux se trouvent dans le même cas? Certains vivent dans une ville, transposent les dossiers dans une ville dite sécurisée pour essayer de gérer, de travailler à qui mieux. Des fonctionnaires qui estiment par ailleurs que l'administration ne fait pas assez pour garantir la sécurité dans ces régions où ils sont sujets à des enlèvements. Comment comprendre la multiplication des abandons de postes en zone anglophone qui poussent le bouchon jusqu'à de nombreuses entreprises adjudicataires des marchés publics qui ont littéralement abandonné les chantiers de construction et de réhabilitation? La question, il faudrait peut-être la poser à Paul Tasson, à tout le comité de réhabilitation mis en place par rapport à ces zones où sont passées les différentes entreprises adjudicataires. Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve que ça et là des caterpillars abandonnés, des brouettes, rien sur le terrain? Le dernier candidat est celui de 1002 enseignants recherchés activement par la brigade de Madame le ministre des Enseignements secondaires qui ont abandonné les cours depuis le début de la rentrée. Au Cameroun, des élèves et enseignants tiraillés entre l'amour de l'école et le désir de rester en vie. Plus de 1000 enseignants ont déserté leur poste dans le Nozo. Le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Enseignements secondaires a donné 15 jours aux enseignants déserteurs pour rejoindre leur poste. À ce jour, silence, bouche cousue, en dépit de la montée vertigineuse des violences dans ces deux régions, le ministre de l'Éducation, le ministre des Enseignements secondaires se pose la question de savoir est-ce qu'ils pourront revenir. On va donner les bulletins le 23. Quelles seront les notes marquées dans le bulletin de ces enfants? Comment comprendre qu'à la lecture de cette liste, il ressort que plus de 85% sont originaires des régions anglophones du pays? Tous ces enseignants déserteurs sont menacés de sanctions administratives. Tiendra-t-elle le pari ou alors l'administration réussira-t-elle là où beaucoup ont littéralement échoué? Ce qui est sûr, l'histoire retiendra que les professeurs, les enseignants ont abandonné les élèves et les fonctionnaires, leurs différents bureaux. Réalité bien évidemment de la crise anglophone qui sévit depuis 4 années déjà dans les zones du nord et du sud-est du Cameroun aujourd'hui. Les enseignants peuvent-ils retourner aisément dans les salles de classe? Les enfants peuvent-ils aisément bénéficier des enseignements accordés bien évidemment par l'État du Cameroun? Les fonctionnaires peuvent-ils retourner dans les différentes administrations aujourd'hui? L'État peut-il se redéployer effectivement aisément dans les zones en crise aujourd'hui au Cameroun? Le constat est amer et on peut encore le dire qu'au-delà des déplacés internes de la crise anglophone, il y a également ces déplacés liés à l'administration camerounaise. Charles Amem Bathiou, dont la colère exprimée ce matin, voudrait en même temps le dire. Pourquoi ne pas sauver l'éducation dans cette zone en crise? Comment ramener effectivement ces fonctionnaires à permettre à ce que l'État puisse fonctionner, bouger convenablement dans ces zones en crise? Est-ce que l'État serait-il aujourd'hui handicapé, incapable de se réinstaurer dans les zones en crise malgré les injonctions, les appels des différents ministères à l'endroit des différents fonctionnaires dans ces zones? Comment ramener un climat de paix essentiellement dans les zones en crise, notamment les zones anglophones aujourd'hui au Cameroun? On va peut-être mieux comprendre déjà les premières causes de Karine Santia qui ont ramené les Camerounais, la zone en crise, à se retrouver où elle est aujourd'hui, mais notamment la question de ces enseignants ou encore de ces fonctionnaires dans la globalité. Il y a d'abord l'insécurité générale dans ces régions-là depuis 2016 quand même. La crise a commencé par les manifestations des enseignants et qui ont été reprimées, ce qui n'a pas amélioré le climat social dans ces régions-là. Du coup, les enseignants se sont vus en minorité. La crise commence avec avec les manifestations des enseignants et des avocats. Les avocats d'abord, accentués avec les enseignants. Je me base sur les enseignants parce que lorsque les enseignants ont manifesté, ils ont été reprimés.
par les autorités. Et ce qui n'a pas favorisé le climat social dans cette atmosphère. Comment est-ce qu'un enseignant qui tient la craie ou encore le feutre et qui revendique un certain nombre de choses est reprimé alors qu'il aurait pu être écouté? Parce que le niveau de vie ou encore la qualité de vie d'un enseignant est la base de l'étude de la vie sociale dans un pays. Parce que la manière avec laquelle vit un enseignant peut décrire la manière avec laquelle le pays en lui-même, l'état dans lequel le pays se trouve. Et lorsque les enseignants ont manifesté, ils ont été reprimés. Et depuis lors que certains ont déserté les écoles, on s'est rendu bien compte que les établissements scolaires qui forcent à continuer à dispenser des cours, parfois sont pillés par les groupes armés, parfois les bandes armées entrent là-bas, agressent les enseignants, retirent les élèves. Vous avez vu les cas récemment, un enseignant qui a été complètement déshabillé, mis à nu devant ses élèves et les élèves pareils qui ont été expulsés. Ce sont ces différents cas-là qui peuvent pousser les enseignants à déserter. Souvenez-vous que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui sont assassinées là-bas et qui sont utilisées comme trophées dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest par les bandes armées, c'est les enseignants et les forces de l'ordre. Quand on assassine un enseignant, vous vous souvenez de cet enseignant qui avait été assassiné à Bamenda et dont sa tête avait été utilisée comme un trophée sur un piquet et déposé dans un carrefour, par exemple. L'enseignant Wuntai. Il y a des enseignants comme ça qui sont assassinés tout le temps et qui sont utilisés par les enseignants comme des trophées. Et ça n'aide pas les autres enseignants qui ont supporté, qui sont restés malgré tout et qui ont dit que moi j'ai de l'amour pour le métier que je fais et qui n'ont pas déserté. La plupart aujourd'hui sont dans des autres villes et font des vacations par exemple. Ils ont préféré ça. Maintenant, en dehors de ça, il y a que dans les zones en crise, en fait, le gouvernement aurait pu mettre sur pied des primes de risque, comme au Bénin par exemple. Il y a des zones pour les enseignants qui travaillent dans des zones difficiles d'accès ont des primes. Parce que c'est un risque, les primes spéciales, c'est un risque que d'enseigner dans une zone en guerre. Il y a dans la Damawa, s'il vous plaît, à 2007, on a compté que plus de 367 enseignants avaient déserté depuis le début de la crise de la guerre contre Boko Haram. Parce que les enseignants ont peur de mourir, eux aussi. C'est des zones en crise. Et pour y enseigner, il faut que votre famille, au moins, ait un minimum pour que vous puissiez y aller. Qu'elle sache que, même s'il part aujourd'hui, ça ne va pas lui ramener l'argent qu'on va vous donner, mais que au moins les primes vous permettent au moins de survivre. Parce que le salaire de l'enseignant, non seulement... Une idée quand même sur le montant de la prime, c'est 50 000 francs au Cameroun. 50 000 francs de prime, quoi? Prime de risque. Voilà. Pour les fonctionnaires dans la globalité ou bien uniquement pour le ministère de l'enseignement secondaire? Parce que là, j'avoue mon ignorance sur le cours. Hein, parce que... Oui. En fait, 50 000 par mois. Ça, c'est par mois. Les primes que je dis là, c'est pour les zones à risque. Ça, c'est au Bénin. Je ne parle pas du Cameroun. Oui. Pour les zones à risque, il faudrait une prime spéciale. Je ne parle pas des primes qu'on alloue aux fonctionnaires par rapport à leur travail. Ça, c'est une prime pour les gens qui fuient souvent les zones reculées, les zones qui n'ont pas d'électricité et toutes les zones enclavées. Ça, c'est une prime qui est pour eux. Maintenant, dans les régions en crise au Cameroun, qui sont d'abord économiquement sinistrées, l'activité économique, elle est vraiment compliquée. Pour s'approvisionner, ne serait-ce qu'en un produit alimentaire, il faut avoir vraiment de l'argent dans les poches. Il faut qu'ils aient des primes. Aujourd'hui, que ce soit les enseignants du privé ou du public, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ils ont les mêmes problèmes parce que c'est difficile d'entrer dans une salle de classe. Quand vous êtes dans une salle de classe, vous avez l'impression qu'à tout moment, on pourra venir tirer sur vous. Cette situation d'insécurité permanente peut pousser les enseignants à déguerpir. Très bien. Allez, Dominique Audrey, c'est une colère exprimée par M. Mbathiou ce matin. Le ministère des enseignements secondaires recherche un peu plus de 1000 enseignants aujourd'hui. Il y a des injonctions en permanence des différents ministères de tutelle d'ailleurs pour les administrations qui sont là-bas. Est-ce que lorsque les ministres eux-mêmes prennent sur eux de dire aux fonctionnaires « allez-y travailler dans ces conditions », ce n'est pas renvoyer les enfants des autres à la mort? Je pose la question trivialement. Ils vous répondront que oui, il y a la mort là-bas, comment? Puisqu'ils ne sont pas pour dire qu'il y a la guerre. Ils peuvent délocaliser un peu le bureau de Yaoundé pour là-bas, non? Là, ils s'asseyent un peu et puis ils font le travail et puis on se comprend. Vous savez même qu'entre eux, là-bas, ce sont les larmes aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qu'on a affectés là-bas. Et pourtant, ces gens-là estiment que ce n'est pas une guerre, que c'est simplement une crise. Maintenant, vous affectez là-bas comme des sanctions. Hein. Vous savez, vous dérangez un peu dans une administration. On vous dit, bon, on vous envoie Bamendawa à Boya. Oui, donc, allez un peu voir. Allez un peu voir. Donc, ils sont conscients en fait que la circulation, la réalité est pourrie là-bas.
Et c'est là-bas qu'on choisit justement d'envoyer des fonctionnaires en leur imposant d'y aller travailler. Oui. C'est incroyable. On vous donne le choix. Soit vous y allez et vous prenez une balle, soit vous démissionnez tout simplement. En fait, c'est une façon polie de vous pousser à la démission. Parce qu'une personne sainte d'esprit n'aurait pas suffisamment de courage pour aller là-bas, pour aller travailler là-bas, étant entendu qu'on sait que des enseignants meurent là-bas vraiment tous les jours. Karine a cité... Undaï. Oui, on a eu Monsieur Nyamsi, on a eu Nelson Nyamsi, on a eu Pipaï Ibrahim qu'on a retrouvé sous un pont et on a eu Ama Franco qui a reçu une balle perdue au mois de novembre dernier. La liste est tellement longue des enseignants. La liste est tellement longue des enseignants qui meurent là-bas tous les jours. Rendez-vous compte que aujourd'hui, on peut estimer que 50% de la population camerounaise est constituée de jeunes en dessous ou bien aux alentours de l'âge de 18 ans. Conséquence, on devrait s'axer sur la qualité de l'éducation à eux octroyée. Si on fait un round-up toutes ces années qui sont passées, on se rend compte qu'on ne peut pas effectivement dire que dans ces localités-là, que ce soit dans le nord et aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas véritablement eu d'éducation. Pourtant, le gouvernement camerounais s'est engagé lors du forum de Dakar, on était en 2000, à ce que l'éducation devait être tout, on devait accentuer l'éducation pour tous. Malheureusement, de façon générale, dans tout le pays, l'éducation n'est pas égale pour tout le monde. L'éducation n'est pas accessible à tout le monde. À l'est là-bas, on sait comment ça se passe. À Tchikar, en Gambé-Tchikar également, ce n'est pas favorable à tout le monde. Aujourd'hui, dans le nord-ouest, ce sont les armes qui crépitent. On a plus l'impression que le gouvernement, malheureusement, est en train de former une sorte de main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée pour les entreprises qui viendront de l'Occident. On est en train de former des manœuvres puisqu'on n'est pas éduqué. On n'aura pas de qualification pour pouvoir travailler, on n'aura même pas d'entreprise pour pouvoir travailler. Donc, ce sont des gens qu'on va prendre pour décharger des paquebots lorsque ça va accoster dans les différents ports. On va prendre la main d'œuvre pour des entreprises étrangères. Ici, on a plus l'impression que on est en train de se moquer encore de ce corps de métier qui a énormément à redire. À l'extrême nord, c'est Boko Haram qui est la principale cause de la désertion quand on on n'a pas de primes de logement, on n'a pas de primes de déplacement. Lorsqu'on vous allez travailler à Lacdo ou à Tokombéré ou bien à Garoua, où il n'y a pas de moyens de locomotion, vous n'avez pas de moyens de manger là-bas. Donc l'accompagnement ne suit pas les enseignants aujourd'hui à qui on a donné 14 jours pour revenir. S'ils ne reviennent pas, qu'est-ce qu'on fait ? S'ils vous disent, madame, vraiment, nous sommes désolés, mais on n'a pas suffisamment de gilets pare-balles pour aller enseigner à Kumba, on n'a pas de gilets pare-balles pour la tête, pour aller enseigner à Bamenda, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être on va faire sortir, on va finalement recruter ceux des différents ENIEJ qui sont éparpillés un peu partout là à Yaoundé. On va lancer un recrutement pour les envoyer à l'abattoir, alors que si on réglait le problème de base, le problème de fond, on serait en train de parler autrement de cette désertion. Alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, Tif Joseph Diongouté, lui-même, hier, dans le sud-ouest, était face au chef supérieur et a fait une déclaration très forte. On ne serait sorti de la guerre si on ne parlerait pas d'un réel dialogue. Aujourd'hui, les conséquences sont nombreuses. Effectivement, avec les enseignants aujourd'hui qui ont déserté, qui sont attendus de retour, les enfants ne vont pas à l'école là-bas. La situation du Cameroun est très grave. Madame, monsieur. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous retrouver sur les antennes d'Equinox Télévision avec la deuxième partie de 10-12, le Zénith, et qui se poursuit avec la famille. Nous sommes vendredi, et vendredi un tout petit peu, tout est permis également. Et nous tentons encore de comprendre les réalités qui entourent aujourd'hui la crise anglophone et la désertion, non seulement des fonctionnaires dans ces deux régions du Cameroun, et surtout le fait que le ministre des Enseignements secondaires impose aux
aux enseignants d'y retourner dans des conditions sécuritaires inappropriées. Quel regard vous jetez, vous aussi en tant que Camerounais? Quelle appréciation faites-vous de cela? Et nous nous demandions quand même, Madame la ministre peut-elle au moins se dire, d'accord, je vais y travailler au moins pendant une semaine ou deux, voire un mois, pour montrer le bon exemple en fait à ces enseignants en leur disant, je vais me délocaliser de Yaoundé pour Bamenda, où je vais d'ailleurs installer mes bureaux, et là-bas on travaillera un tout petit peu ensemble. Ça peut être une bonne idée, non, Dominique Audrey? Oui, elle pourrait. Sauf que la différence entre elle et ses pas enseignants, c'est que... pas des enseignants ne pas y aller travailler. Bien sûr, bien sûr, dans la mesure du possible qu'ils aillent, mais qu'on fasse peut-être comme des sortes de camps. Je ne sais pas si on doit dire collecter, mais on rassemble les élèves dans une enseigne et on sécurise au maximum. La différence entre elle et l'enseignant, c'est que l'enseignant va bâcher sur la moto et il va aller à l'école. Mais elle aura les... C'est son service de sécurité. Voilà. Donc elle peut bien y aller avec cortège. Voiture blindée, oui, tout ça, oui, gilet par balle. Elle peut y rester d'abord un mois, elle vous dit, bon, moi voici, je suis resté ici. Oui, un mois. elle pourrait, c'est une bonne façon de briller par l'exemple. Voilà, donc c'est-à-dire que tous les ministères, là, on peut délocaliser un tout petit peu, le temps d'un mois, tous les ministères de Yaoundé pour Bamenda, on s'installe là-bas un moment pour dire, bon voilà, il y a vraiment la paix à Bamenda, et comme il y a la paix ici, nous vous montrons le bon exemple, nous on y va travailler en réalité, c'est important. Et quand on aura fait un mois à Bamenda, le mois qui va suivre, on va à Bouya. On y fait également un mois et on dit, bon, on a fait 2 ou 3 mois là-bas, vraiment, vous pouvez retourner travailler. Et il y a la paix. C'est un peu loufoque quand même, on va le dire. Bon, Bengan Kandji, comment vous appréciez en fait la situation sécuritaire aujourd'hui dans le Nozo, l'éloignement des enseignants, l'éloignement des fonctionnaires et l'imposition qui est faite à ces derniers pour qu'ils y retournent travailler, alors qu'on a encore une situation assez compliquée, je parle du plan sécuritaire dans ces 2 régions du Cameroun? Je pense qu'il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Il y a un dicton qui dit « Personne n'a jamais vu la mort et resté sur place ». Voilà. Même le sauveur de Dominique Audrey, qui savait pourtant qu'il allait mourir pour nous sauver, a dit à un moment donné à son père pourquoi il a abandonné. Donc, avant de remettre son âme à lui entre ses mains. Et il a même pleuré. Donc, non, vous vous dites, moi je souhaite seulement que Madame la ministre fasse une tournée sans garde de corps. Elle est enseignée là-bas, on va lui dire que tu n'es pas venu à l'Est, tu n'es pas venu. Bon, parce que j'ai vu un pont s'est effondré dans le nord, les ministres sont allés par avion d'un étranger loué, d'une compagnie étrangère louée. Arrivé là-bas, et même, puisque un pont, ils ont fait un accident. Ils ont remercié Paul Biya de leur avoir sorti d'accident. Donc, que Madame la ministre des Enseignements secondaires aille aussi toucher du doigt, je pense que c'est l'expression qu'ils aiment utiliser à Yaoundé, qu'elle aille toucher du doigt les problèmes de ces enseignants. La réalité du terrain. Voilà, en prenant ces directeurs de l'enseignement, des directeurs de ceci, avec les délégués régionaux, et départementaux, qu'ils sillonnent sans garde de corps. Ils sillonnent seulement, ils ne restent même pas, ils passent seulement sans garde de corps. Et là, on verra, là, il va toucher du doigt les réalités du pays. Et là, il saura que ses collaborateurs n'ont pas fui. En réalité, donc, ses collaborateurs veulent bien. Et là, il verra dans quelle situation il existe des établissements ou pas. Et l'ECAM en 2018 et en février 2020 dernier, il n'a pas sillonné. Et l'ECAM même a déserté. Les bureaux ont organisé les votants. Lorsqu'un membre du gouvernement ose tenir ce genre de propos avec une certaine, j'allais dire, voilà, une certaine condescendance, ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'en réalité, on envoie les gens à la gueule du loup. On envoie les gens à la gueule du loup parce qu'ils ne connaissent pas la réalité qui se passe là-bas. Bien qu'il soit originaire de Sédangovo, il ne reconnaît pas. Le Premier ministre lui-même ne peut pas aller dans son village. On a brûlé sa maison, il n'est pas allé voir. Lui, il est Premier ministre. Et vous voulez qu'un enseignant soit là, dans des conditions où il n'a pas de sécurité, et tous les jours,
vous ne savez même pas s'il va manger, ici il pourra avoir son salaire, dans quelles conditions on va vivre. Donc, lorsqu'on leur dit qu'il faut résoudre ce problème, il faut que la crise finisse, ils ne veulent pas comprendre. Là, c'est tout le pays qui en prend un coup. Et là, je pense que demain, ils vont commencer à sanctionner. Mais lorsque vous crachez en l'air, ça se retourne contre vous. Oui, parce qu'en même temps, elle sanctionnera les enseignants qui ne sont pas rentrés dans les salles de classe. Les enseignants craignent pour leur vie, ce qui est tout à fait évident. Et les Camerounais appellent à un retour de la paix au plus vite, parce qu'on sait exactement où se trouve la solution aujourd'hui. Parce que le chef de l'État, il faut le dire, Paul Biya, a la solution, il connaît la solution, mais dit-on ne veut pas appliquer cette solution-là. Qu'est-ce qu'on fait donc? On doit se retourner vers qui? Vers la ministre, ou se retourner vers le chef de l'État qui a la solution et nous empêche justement de rentrer dans nos écoles? Le ministre des enseignements secondaires, s'il veut sauver l'école et non la rentrée, s'il veut sauver l'école, une simple lettre adressée au président de la République demandant à son collègue, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, de construire des camps de cantonnement pour sauver l'école. Ça veut dire que ces camps seront, je ne sais pas, des maisons, des camps, comme même peut-être pour les réfugiés, élaborés, montés par le génie militaire pour avoir... Mais eux-mêmes, l'armée, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas les moyens pour ce déploiement-là. Mais il n'a pas le moyen. Depuis qu'on a engagé le camp, comment vous appelez ça, il y avait un programme humanitaire d'urgence, quelque chose de ce genre. Je n'ai jamais entendu que le génie militaire est allé là-bas reconstruire des salles de classe ou des hôpitaux qu'on a détruits. J'ai plutôt vu les camps de cantonnement ici à Douala, et à Bonabéry, on est venu donner les matelas, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y avait des camps construits, ce n'était pas des camps construits. Je vais dire donc qu'ils aillent dans le nord ou le sud-ouest, c'est eux ce sont nos compatriotes qui ont besoin de problèmes. Donc le génie militaire doit aller là-bas, se déployer et construire des écoles. Là au moins, voilà, tout à fait. Ou même, on a vu dans le Grand Nord, notamment à Kolofata et autres, les éléments du BIR enseignés. Oui. À ce moment, donc, quand c'est dans une carte de conjoint où peut-être le BIR est bien installé, on fait un redéploiement, on se dit on est en situation de crise, peut-être on a un arrondissement qui a été pacifié, on construit donc pour les enfants qui sont là, on veut les sauver, et on construit des camps pour les enseignants. Donc on aménage un certain nombre de choses, de commodités pour sauver l'école. Et là, progressivement, l'État va reprendre sa place, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc jusqu'à 1002 enseignants, c'est beaucoup. Charles Amène Mathieu, lorsqu'on sait exactement que c'est l'entrepreneur en chef qui mène, on va dire, la politique nationale même de l'éducation aujourd'hui, et que ça ne suive pas dans les régions en crise, c'est-à-dire que notamment Bamenda et Boya, où la ministre elle-même propose aux enseignants, enfin impose aux enseignants de retourner dans les salles de classe. Je ne sais pas, je parle un peu trivialement, comme on le dit très souvent au quartier, si ça ne va pas, on laisse, non, un pas du président que vraiment cette histoire m'a dépassé, moi je démissionne. Il y a 248 milliards de francs CFA comme budget qu'il faut véritablement mettre en banque, monsieur Michel Ngachou. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a des financements, il y a des aides extérieures pour la gestion. Vous savez, le Premier ministre en allant à Lime et M. Michel Ngachou l'autre jour, il y a eu des indiscrétions qui nous ont fait état de ceci, que quand les gars ont appris que le Premier ministre devait arriver, tous ceux qui étaient dans les Douala, Yaoundé, sont descendus. Acte de présence. Comme le convoi du Premier ministre sortait là. Ils sont sortis. Ils sont sortis avec le convoi du Premier ministre. On va mettre à voir ensemble. Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait les tours dans certains bureaux de services pour se rassurer que les gens... les gens sont en service, les gens travaillent, que le service public tourne. Non, beaucoup sont rentrés. On leur a averti que le Premier ministre là, beaucoup sont descendus. Ils sont venus, tous les sectoriels sont revenus s'asseoir dans les bureaux. On a enlevé les toiles d'araignée, déposité, géré les dossiers, libérer les bureaux. Comme il est sorti là, M. Michel, tout le monde le suivait aussi, que bon, on peut repartir ensemble, nous rentrons chacun dans son lieu de villégiature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, des enseignants, lorsqu'on préparait, on nous a fait comprendre que
oui, il y a beaucoup d'enseignants qui restent dans ces différents établissements, même que ce soit à l'université. Nous avons le professeur Volemo qui se bat tant bien que mal à être, je prends un cas de l'université de Boyac, qui se bat en enseignant sociologie, qui se bat tant bien que mal à rester malgré toutes les pressions, malgré toutes les menaces dont il fait l'objet. Il se bat à rester, il se bat à tenir véritablement. Il y a des enseignants qui vous disent que oui, je suis resté, mais dans mon école, je n'ai que 2 élèves. Je vais enseigner 2 élèves. Dans tout le secteur, là, nous sommes, tout le monde a fui. Certains sont à Bamenda Centre, d'autres sont à Douala, d'autres sont à Yaoundé. Je reste là-bas faire quoi? Je suis obligé de partir, je suis obligé de quitter. Vous avez des écoles primaires, des écoles secondaires ou des classes de terminale. Il n'y a pas d'enseignants. On a reconverti les enseignants de terminale en seconde, second cycle en seconde, parfois troisième. L'autre qui dit que nous n'avons pas d'élèves, nous allons faire quoi? Ça aussi, c'est un problème. Il ne faudrait pas simplement dire, parce que poser le postulat des enseignants qui désertent voudrait dire qu'il y a des élèves. Il y a des élèves. En principe, il y a des élèves et pas d'enseignants. Or, vous avez des professeurs qui sont présents, mais il n'y a pas d'enseignants qui sont là. Vous avez des règles. Vous avez des enseignants qui sont là, mais il n'y a pas d'élèves en fait. Il n'y a pas d'élèves. Vous allez sur notre postulat, des enseignants qui se plaignent de ceci, qu'il y a des gens qui ne vous empêchent pas de faire cours. Mais vous ne devez pas faire cours de français, vous ne devez pas faire cours de ceci, vous ne devez pas faire cours de cela, vous ne devez pas chanter l'hymne national. Donc, il y a toutes ces pressions qu'ils subissent. Je pense que venir avec la forme répressive tout le temps, du genre 14 jours, passer 14 jours, vous serez passé, vous serez... Non, il y a des réalités sur le terrain. Raison pour laquelle je pense qu'en Bombok, à un moment donné, il faudrait qu'elle prenne la peine de descendre elle-même, qu'elle fasse le tour, mieux qu'elle organise un colloque où elle va rassembler ses enseignants et à cœur ouvert, on va lui dire, au fond, les différentes réalités que les gens vivent sur le terrain, M. Michel Ngadjou. Les réalités entre le vécu administratif de Yaoundé et le vécu sur le terrain, il y a véritablement un gros fossé, un gros déphasage. Vous vous placez, vous allez voir ici, là, à Bonabéli, les gens qui arrivent, je vous parle le cas de ce qui s'est passé à la mort de Francisca, ce qui s'est passé en Koul College, International College, beaucoup de parents dans cette zone ont littéralement fui. Vous avez des autorités administratives. On parle aujourd'hui des enseignants, mais vous avez des autorités administratives qui résident ici à Kouakil ou à Bonamoussa, Dikil ou dans certains endroits et qui quittent certains jours. Ils choisissent les jours de la semaine. Ils vont là-bas, ils s'assoient 2 heures, 3 heures, 4 heures. Il fait un selfie dans son bureau. Il appelle quelques collègues à Yaoundé et il redémarre la voiture. Il revient parce que la situation ne prête pas. À travers, vous avez les services des banques. Les services de banque qui ne fonctionnent plus, les microfinances qui ne fonctionnent plus. Alors, c'est tous les services qui sont littéralement paralysés. Ça veut dire qu'il aujourd'hui qu'on ne va tirer que sur les enseignants. Et il faut recourir à la situation de paix. Rapidement, plutôt que d'aller avec la version. Vous avez vu que le ministre pour la Tanga dit, et là on loue vraiment les attitudes du pouvoir d'avoir réinstallé les sous-préfets, réinstallé les autorités, mais à peine ont-ils réinstallé, les gars ont dit qu'on va chercher nos femmes à Yaoundé, on va chercher nos femmes à Douala, le temps de revenir, il revient, ils sont plus là. Voilà comment un peu ça se joue. À une période, je pense, le ministre de l'administration territoriale avait mis en présentiel un système de bulletins, c'est-à-dire les sous-préfets devaient rendre compte 2 fois par jour, les préfets, les gouverneurs. Donc on avait établi, est-ce que ça fonctionne encore? Ça ne fonctionne plus. La réalité sur le terrain est tout autre que celle. Donc j'invite les autorités à aller sur le terrain, véritablement la discussion et penser comme Bombok, créer un hangar, un cantonnement comme on avait fait dans les villages à l'époque du maquis, où tous les enfants vont être là avec des chambres, des petits chambres comme des dortoirs. Ils dorment là sous le regard bienveillant des forces de défense et de sécurité. Merci beaucoup, M. Mbatiou. Tentons de voir également les réactions des Camerounais. Mais avant, Karine, vous aviez une petite virgule à faire. Oui, je voulais rajouter que cette situation dans le nord-ouest et le sud-ouest s'ajoute à une situation qui était déjà préexistante. Laquelle? La situation précaire dans laquelle se trouvaient les enseignants. Vous savez que depuis environ pratiquement 3 ans, les enseignants au Cameroun sont un peu comme s'ils étaient devenus les bourreaux. En fait, parce que dans les écoles, les établissements soient en crise ou pas, les enseignants ont même peur de dispenser des leçons, parce que dans une salle de classe, l'élève peut enregistrer ce que vous allez dire et aller donner à son parent qui connaît une personne à Yaoundé, qui connaît une autre personne, et c'est comme ça que vous allez... On a fait des élèves, des services, on a transformé l'élève en service de renseignement. Voilà. Vous savez que aussi les enseignants ne sont plus en liberté lorsqu'ils dispensent des cours pour prendre des exemples et autres. Vous savez qu'aujourd'hui, les élèves sont capables de faire front avec l'enseignant parce que la chaussure qu'ils portent peut payer
le salaire de l'enseignant à la fin du mois. Au Cameroun, par exemple, le salaire d'un enseignant, c'est combien? Du primaire, par exemple, c'est de 120 000 francs à 200 000 francs jusqu'à la fin de la carrière. Alors l'enseignant finit sa carrière comment? Comme un mendiant. Alors qu'entre-temps, il y a les frais, il y a les procédures qui ont été lancées à Yaoundé, peut-être pour décaisser un certain nombre de choses, l'entrée en fonction, la procédure de frais de relève, d'intégration, de prise en charge, de rappel d'indemnité, de logement, rappel de prime d'évaluation, dossier d'arrêt, l'arrêté d'avancement de salaire et autres. Il y a tellement de choses qui font que les enseignants, même quand ils sont en activité d'abord et qu'il n'y a pas de crise, ils ont d'abord les problèmes. Imaginez alors que vous avez d'abord ces premières crises-là avec lesquelles vous vivez dans une région où il y a la guerre, où il y a les crépitements des armes. Vous n'allez même pas avoir l'envie de rester. La plupart de nos enseignants aujourd'hui qu'on forme, certains qui sortent dans leurs écoles, qui sont majors et parfois et qui ont la possibilité de sortir du pays, préfèrent aller au Gabon, en Côte d'Ivoire, donner des cours que de donner les cours au Cameroun. Allez, on va vous écouter en même temps, Karine. On va surtout lire les nombreux messages de nos téléspectateurs ce matin. Alors, fouiller la poubelle est un crime fédéral aux États-Unis et ça devrait l'être aussi ici. Fouiller la poubelle? Oui, c'est un crime fédéral là-bas. Mais ici, là, c'est un passe-temps favori. D'accord. C'est Tout les comme voisins qui n'ont donner le rien. pourboire à l'hôtel est exigé. Il faut aussi donner ici, dans les restaurants. Mais ce n'est exactement, M. Ngatou, ce n'est pas une raison. Ils ont aussi un cerveau pour faire le discernement. C'est par rapport à l'histoire du jour. Même avant de sortir de la cellule, il doit bien être fouetté. Kidnapping, ce n'est pas de l'amusement. On doit leur enfermer 3 mois pour qu'ils se conscientisent. Un autre message. 1002 enseignants recherchés par la brigade. Pourquoi? C'est les hommes en tenue qui ont signé l'honneur et fidélité, où ils se sont mariés avec l'État, ou pire pour le pire et le meilleur. La vie est sacrée. Rigobert Hawan. Je ne comprends pas pourquoi le patron réfléchit qu'ils les vit. Ils sont ultra dangereux. Les garder sera une source de stress supplémentaire. Oui, parce qu'il sera Je pense que cet homme est trop bon avec tout ce qu'il a fait pour ces deux garçons-là. Il serait bien pour lui de se séparer d'eux. On dit, quand le serpent t'a mordu, tu vois le mille pattes, tu fuis. Ces gars sont emportés par l'esprit du diable. Il voulait cette petite-là pour faire un sacrifice et gagner beaucoup d'argent. Voilà, il doit les chasser de son entreprise et exiger le remboursement de sa dette même. Un autre message, je les écarte directement de la société. Quelqu'un qui a voulu te faire du mal ne s'arrête pas que lorsqu'il a réussi, car il est foncièrement méchant et démoniaque. N'oubliez pas que ça, c'est la partie visible. Il y a d'autres qui vont avec le nom du boss chez les marabouts. Oui. Il y a des gens qui vont pratiquer sur leur patron. On les connaît en entreprise. Le gars passe sur ça, il dit Allah m'a bouffé qu'on me voit bien quand je touche ce que je dis, que le patron comprend. Vous avez des gens qui pratiquent et qui sont connus, oui, qui vont avec les... Voilà même les serpents qu'il faut tordre le cou, monsieur, mais arrêtez tous les... Mais attendez, mais bien sûr, vous avez des gens comme ça en entreprise. Ils sont... Comme vous parlez, il y a des gens qui regardent. Qu'est-ce qu'il dit au patron? Le patron consomme. Il vient dire au patron que chasse Ngatou. Avant qu'il ne parle, il marche d'abord. Avant, oui, dès qu'il sort du bureau, on appelle la secrétaire de madame. Demande d'explication. Non, demande d'explication. Pour avoir répondu avec 5 minutes de retard, monsieur Ngatou, vous êtes viré. Merci beaucoup. On vous écoute, Karine. Est-ce que cette ministre a du courage? Si elle part là-bas, ce sera avec toute l'armée du Cameroun et ce sont les enseignants qui iront là-bas à poil. Même si c'est moi, je ne pars pas. Restez avec votre travail, grâce Philippe. On reste dans des maisons paradisiaques et impose aux autres d'aller se faire tuer. Waouh, Christelle Millot qui écrit. Ils partent sans militaire, sans protection. Ils restent au moins 1 an là-bas. Très bonne idée, Bombo. Mais alors, vous savez très bien que c'est impossible et même pas pensable dans ce gouvernement. Ah, c'est demander d'aller travailler dans cette région-là. Donc, que le gouvernement camerounais se déploie pendant 1 ou 2 mois à Bamenda. Ça dit vraiment pas définitivement. Il faut aller à Djakiri, à tout ça. Pour parler justement de la zone en crise. C'est si le gouvernement, on ne dit pas qu'ils font un mauvais travail, hein, mais il faudrait peut-être avoir de nouvelles expériences. Vous trouvez qu'ils font du bon travail, Monsieur Ngatou? Ça veut dire que c'est bien de demander aux anciens de venir travailler, qu'ils reçoivent des balles. Si le premier ministre du gouvernement dit, bon d'accord,
pour montrer le bon exemple aux Camerounais. Je ne vais pas voir ma maison qui a brûlé. La primature, non, il peut vivre à l'hôtel. La primature se délocalise un instant de Yaoundé pour Bamenda. C'est pas le siège des institutions là-bas. C'est pas le siège, on ne peut pas. On fait donc comment? Non, de façon C'est lui-même qui provisoire. part. Lui. Mais maintenant, c'est quelqu'un de voir Il le a pris Premier les ministre, il va le congés voir là-bas. annuels. Il a pris les congés annuels dernièrement et dit je les passe au village. Voilà. Alors, Mais encore, il n'a pas de maison, il y a quand même les hôtels, il y a des chefs, il y a des monsieur- chefs. Il part, il refait sa maison. C'est Il que- est quand même chief. Il tient des réunions avec les chefs de projet. Écoutons Dominique Audrey. Ce Pour que le M. déploiement Ngatou de veut l'État. dire, c'est que de la même façon, on se déplace du Nord pour aller rencontrer le Premier ministre à Yaoundé, on pourrait aussi se déplacer de Yaoundé pour aller retrouver le Premier ministre là-bas, Non, on simplement peut pas. pendant un Il y mois. a des institutions, c'est acté. Les institutions. La République ne se déplace pas. D'accord. Mais lui, Ça, en c'est tant une que échappatoire, citoyen, hein. comme il a pris les congés, Bon, voilà. il dit je vais au village. Je vais passer du temps au village. Voilà, il a un seul aide de camp et son majordome. Voilà, il peut, il est pris en charge par l'État. Un aide de camp, un majordome, il va avec madame et Quelle les image. enfants. On n'a pas l'impression qu'on a mal parti avec le ministre de l'administration territoriale, mais lui, C'est même aussi l'occasion. quand lui descend C'est au village, l'occasion pour lui. non, lui il va dans son Lui, il village. va. Lui, je parle, attends, quand il va dans son Oui, mais village. lui, il est à Santa. Il a Santa. Mais il va comment? Il faut voir la sécurité qui l'entoure. Deux jours avant son arrivée, justement, tout est infiltré. La République Ça veut dire qu'il en marche. C'est la République en marche. On va prendre les messages, Karine, on va prendre les messages. Le régime a démissionné depuis maintenant. Il s'occupe seulement des domaines où il y a un peu d'argent à détourner. Le reste de Camerounais, allez vous faire voir. Portez plainte si vous voulez, sauter et caler en l'air. That's it. C'est ce qu'on fait depuis. Notre message. Depuis 2016, Nalova a fui le sud-ouest. Ça c'est Sorel Blanche dit qui dit si les critiques, insultes, dénonciations, indignations, etc. pouvaient changer quelque chose, le Cameroun serait comme un pays du Golfe. Mais hélas, le chien à bois, la caravane passe. Le truc, c'est qu'on a le sentiment, Karine, qu'on n'a plus honte au Cameroun. Enfin, parce qu'en réalité, on devrait, les ministres, les gouvernants, ceux qui sont aux affaires, vraiment, c'est le modeste point de vue, devraient quand même avoir parfois honte. C'est-à-dire qu'on parle de vous, tout ce qu'on dit de vous n'est pas bon, mais il n'y a pas de honte. Vous êtes ceux qui vous entendent. Donc c'est l'autisme là. Vous avez écouté la phrase. Donc on n'entend rien. J'ai lu un message tout à l'heure, vous n'avez pas lu. Le chien à bois, la caravane passe. Donc, J'ai lu nous ça, sommes ça c'est des- un message, c'est pas moi qui dis. Nous C'est sommes des Peter Aaron chiens. qui a publié comme ça. On aboie. On aboie. Et il passe. Oui, la Il caravane, passe. non, ça passe. Voilà. Comment pouvez-vous jusqu'à date affecter des enseignants et obliger qu'ils rejoignent le poste sans salaire, sans frais de relève et de surcroît dans des zones en crise? Sans Ça, c'est Jean-Paul domicile, Théodie, ok. sans sécurité. Those managing Cameroon don't like the country or the people. If not, what explains that they can't carry out a simple developmental project to improve the condition of people? Ça, c'est Fidélis Tasson qui écrit ce message. Un autre message. Le régime veut un chaos général au Cameroun, sauf du côté francophone, qui joue encore à la résistance, mais le chaos est en... Et l'une des conséquences, on n'en a pas parlé, c'est que maintenant, la plupart des parents ont envoyé les enfants et ils sont plus concentrés ici à Yaoundé. Ce qui donne à Yaoundé et à Douala, ça donne plus de travail aux enseignants qui sont ici. Et malheureusement, on n'augmente pas leur salaire. Malheureusement. Même en termes d'effectifs, ils ne sont pas si Mais Voilà. je peux vous assurer Ils sont pas que suppléés. le phénomène de mi-temps a fait que beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller à l'école, qui étaient des enfants qui venaient des régions en crise, parce que puisqu'on limitait le nombre d'élèves dans les salles de classe, les parents ne pouvant pas payer l'école dans les collèges, les enfants sont à la maison. Vous savez, parfois on parle sur ce plateau, Karine, on se demande, mais le Cameroun dans lequel nous vivons, on fait comment pour que ça change? C'est la faute de nos parents, c'est eux qui ont laissé ça. Les choses se passaient comme ça. Il devait faire quoi? On a toujours Bon, le choix. c'est la faute des membres. Oui, c'est leur On faute. va faire comment? Ils disent souvent ça, non. Ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas continué le combat. Merci, je vous François en Fanon prie. a dit On peut chaque continuer le génération
doit trouver sa mission, non? Dans une relative opacité, doit trouver sa mission, la trahir ou l'accomplir. Merci. Nous, on a trahi. Donc vous avez trahi. On va poursuivre, madame, monsieur, dans un instant. Nous serons avec Mario Sim de l'agence Sim Entertainment. On l'écoutera. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin sur le plateau de 10-12 le Zénith. Mario Sim, bonjour. Bonjour. Alors justement, on parle de l'événement Sunday Nude au Black and White, ici même à Bali, à Douala. C'est quoi le Sunday Nude? Alors le Sunday Mood, voilà. Le Sunday Mood, c'est un événement open air. C'est un événement plein air que nous organisons tous les dimanches de décembre et le premier dimanche de janvier au Black and White Bali, Oui. au Black and White Bonanjo. Nous sommes à notre deuxième saison maintenant. Voilà, c'est un événement, c'est la boîte de nuit en plein air, c'est le divertissement en plein air pour passer les fêtes de décembre. Alors ça c'est formidable justement, quand vous dites boîte de nuit en plein air, oui, boîte de nuit en plein air, donc c'est pas dans un endroit fermé, c'est vraiment ouvert. C'est vraiment ouvert, c'est vraiment du open air, c'est Ouais. vraiment en plein air. Et justement, il y a quand même une tranche de personnes, une tranche d'âge de personnes attendues à ce type d'événement? Alors, nous attendons sur l'événement des personnes entre 21 et 45 ans. Nous attendons en termes de catégories, des classes sociales différentes, la diaspora camerounaise, les jeunes cadres dynamiques du Cameroun, les jeunes entrepreneurs qui sont attendus sur le site d'événement. Et non seulement ce qu'on voit en image, c'est des précédents événements que vous aviez vous aussi organisés. C'est l'alcool, c'est champagne, c'est fête, c'est danse. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les précédents événements? Qu'est-ce que vous avez déjà fait jusqu'ici? Alors pour cette année, nous avons déjà fait 2 dates, 2 dimanches, qui se sont super bien passés. Seulement cette année, nous avons ajouté des trucs un peu spéciaux. Nous sommes rendus compte l'année dernière qu'il y avait des personnes qui arrivaient un peu tôt, genre 16h, 18h, et ils s'ennuient un peu parce que les événements commençaient réellement à partir de 22h, Ouais. genre la fête et tout. Et donc cette année spécialement, nous avons justement à partir de 16h du divertissement sur le site, PlayStation, billard, baby-foot, pas mal de trucs, du divertissement pour que les personnes puissent justement profiter vraiment de leur dimanche avec nous. Alors pourquoi le open air et pourquoi le dimanche? On sait tous que le dimanche, c'est un jour de repos, c'est un jour où on veut être libre, c'est un jour où on récupère toutes nos énergies de la semaine. Et donc ce jour-là, il est plus intéressant de rester en plein air, de profiter de la nature, de ne pas être fermé quelque part. Donc nous sommes rendus compte que la jeunesse camerounaise avait besoin d'un moment de détente le dimanche, mais en pleine nature. C'est pourquoi nous choisissons cette journée-là et aussi ce concept-là. Alors, vous nous parlez bien sûr du Sunday Mood au Black and White, ici même à Bali, à Douala. Et tout à l'heure, vous avez semblé toucher quelques éléments de distraction que vous offrez sur le site. Dans la globalité, qu'est-ce qu'on retrouvera? Celui qui vous regarde ce matin, qui va s'y rendre ce Sunday, pour le Sunday Mood justement, qu'est-ce qu'il va retrouver là-bas à partir de 16h? Alors ce dimanche particulièrement, on a comme thème Fashion Night. Fashion Night, parce que nous sommes accompagnés par la Vous marque. êtes au niveau du thème, moi je suis encore au niveau des distractions. Les distractions. Oui, qu'on Alors, retrouvera comme j'ai dit sur tout à le l'heure, site. peut-être faut que je me répète. Les distractions, nous avons PlayStation, baby-foot, billard, des ventes privées. Nous avons en tout cas pas mal de moyens de divertissement sur le site à partir de 16h. D'accord. Nous avons de la chicha, nous avons des grillades à manger, nous avons de la boisson à boire. Voilà. Et vous parlez du thème de ce dimanche. Ça renvoie à quoi le thème de ce dimanche? Fashion Night, au style. Alors nous sommes accompagnés par une marque qui justement a pour slogan forte personnalité exigée. Donc ce dimanche, on les met en avant. Ce dimanche, Schweppes s'est mis en avant. Ce dimanche, nous attendons des personnes de forte personnalité. Nous attendons des personnes avec du charisme. Donc ce dimanche, on porte nos plus belles tenues et on vient s'amuser ensemble.
Voilà, donc vous dites le rendez-vous est pris pour ce dimanche pour le Sunday Mood au Black and White Bali. Les contacts sont bien évidemment affichés pour ceux qui souhaiteraient bien sûr faire des réservations, c'est ce qu'on doit comprendre. Effectivement, vous pouvez faire des réservations, nous ne sommes pas... vous avez dit tout à l'heure que du champagne et tout, non. C'est un événement de chill, donc on n'attend pas que des champagnards, on attend tout le monde, des personnes qui viennent boire un vin blanc, un whisky, une bière. Tout le monde est attendu, il n'y a pas de distanciation, tout le monde est... Du moins, nous attendons toutes les classes sociales. Merci beaucoup Mario Sim d'être passé chez nous ce matin. Et à dimanche pour le Sunday Mood au Black and White Bali. Yes. Merci mesdames et messieurs, juste après ce passage avec Mario Sim, nous revenons avec vous. Karine Santia, la toile parle, c'est vrai, la toile est inondée avec une histoire de 2000 francs. Une affaire de 2000 francs qu'on n'explique pas. Je ne sais pas, vous aussi vous vivez ça, Dominique Audrey, cette histoire de 2000 francs? Oui, tout à fait, je fais partie du syndicat. Ah, vous êtes dans le syndicat des femmes qui se révoltent pour 2000 francs? Non. Ah, elles sont participatives contre 2000 francs? Non. Elle est dans le syndicat des hommes. Je suis contre. Ah, vous êtes dans le syndicat des hommes? Oui. Donc vous êtes d'accord qu'on donne 2000 francs aux femmes pour le taxi, hein? On leur donne le moyen. Ah, On ne leur donne Dominique rien. Audrey. Elles doivent travailler leur argent. Donc- C'est parce que justement elles ne veulent pas travailler qu'on va leur manquer le respect comme ça. Au quartier, on dit on va leur jam le respect comme ça. C'est justement parce qu'elles ne veulent pas travailler. Elles estiment que pour Quand avoir... on te demande que tu fais même quoi dans la vie, tu sais que tu fais quoi? Quand on te demande que tu fais même quoi dans la vie, tu sais que tu fais quoi? Parce que quand tu dis ça aux filles comme ça, là, que tu travailles pour Mais moi l'argent. aussi je travaille mon argent, non. Je suis en train de travailler mon argent, Oui, non. non. C'est quelqu'un qui me paye le taxi. C'est quelqu'un qui achète mes foulards. Non. Moi-même je travaille mon argent. Donc maintenant tu vas me respecter parce que c'est pas toi qui me paye le taxi. Les gars, les filles ont cherché ton gars, là. Je n'ai pas de gars. Hey, en Mondo Vision, quand tu dis ça, hein? C'est la première fois. Il me demande Non, les femmes doivent travailler. Si on essaie un peu d'être un peu plus sérieux, c'est une façon de dire que les femmes doivent arrêter de penser qu'elles sont de la marchandise qu'on achète. L'argent de transport que votre copain vous donne, vraiment c'est symbolique. Quand je grandissais, puisque c'est vendredi, non? Ouais. Voilà. Lorsque j'ai commencé à avoir des relations amoureuses et tout, il y a un aîné... Ah, très jeune? Oui. On ne vous demande pas l'âge, hein? Non, je ne veux même pas vous dire. Voilà. Un peu plus jeune, un aîné, André Étonnel, il me disait, Oh, ma les petite, cache-cache dans les quand tu vas... Non, je n'ai pas fait les cache-cache, ma grave était trop Monsieur sévère. Batchou. Quand tu vas grandir et que tu auras un petit ami, ne lui demande pas de l'argent. Tu peux faire 1 an avec lui, tu ne lui demandes pas d'argent. Pose-lui... Non, pose-lui un problème sérieux. Là, puisqu'il est conscient que tu n'es pas une fille qui demande les 2000, je vais manger les pâtes sautées, je veux boire les jus, tu vas poser un problème sérieux et étant conscient, il va t'aider à résoudre ton problème. C'est ce que les femmes doivent apprendre. Et non avoir un problème de crédit de 250, déranger les gens, avoir un problème de taxi de 1000 francs, casser les oreilles des gens. Mais il faut demander 300 000 Karine Santia. Il faut poser les vrais problèmes. Si tu lances ton projet c'est 3 millions, tu lui dis mon père j'ai 1,2 million, j'ai 1,5 million pour lancer mon projet et il me faut 300 000, il va te dire que ok ma chérie je vais te donner 1 million par exemple et on va se battre pour chercher 500 000 plus tard. C'est comme ça. Et pas avoir les problèmes Dans les autres qui de demandent pas le sauter crédit de le 1000 soir. francs et qui n'appellent pas, ils te bipent. Elles n'ont même pas le droit à 5 francs. Alors, il faut quand même dire, Karine, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a des télévisions, bon d'accord, des télévisions sœurs, et qui ont choisi d'en faire des reportages dans les éditions des journaux. Parce que ça fait mou. Oui, parce que ça fait parler. Vous savez qu'il y a quand même que ce sujet-là nous éloigne des considérations tontinades, sartinades. C'est l'observation que j'ai faite. Et puis ça éloigne les termes comme taliban et Cabro Sardina et tout. Ça éloigne des termes tribalistes. Là, vous avez vu qu'il n'y a pas de tribu, non? Oui. Il n'y a pas d'origine. On ne veut pas savoir si vous êtes anglophone, francophone, vous êtes du nord, du sud. Il n'y a rien du tout. Tout le monde parle de la même voix. Les femmes parlent indépendamment. Il n'y a pas de village qui est prononcé là-dedans. Donc, ça a le caractère de faire l'unanimité. Mais en fait, tout de même, on aurait voulu que ce syndicat se forme dans des problèmes. C'est la blague, hein? Non,
mais moi je dis, vous avez venu ici avec, ça veut dire que c'est sérieux. Les problèmes, vous avez des blagues ici. La société camerounaise a énormément de problèmes et beaucoup de personnes sont déçues du fait qu'on n'ait pas eu ce genre de clameur sur des sujets un peu sérieux. Ouais. Si on avait eu des Camerounais qui se disent non, on ne veut plus que les enfants meurent par exemple au nord parce qu'ils cherchent de l'eau. On ne veut plus que les enfants meurent parce qu'il n'y a pas de couveuse. Et que de cette façon, ça aurait été fantastique. Ça aurait aidé quand même parce qu'on a vu que c'est sur la toile et la toile aujourd'hui a un pouvoir énorme. C'est dommage que les gens ne maîtrisent pas ou ne mesurent pas le pouvoir d'Internet aujourd'hui. Vous voyez que le hashtag, par exemple, Made in Cameroun, ça a marché, le hashtag Anglophone Crisis. Dès que ça a commencé, on a créé un autre hashtag pour tuer ce Anglophone Crisis qui est devenu N Amba et tout. Donc, vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui font diversion. Il y a des vrais sujets. Alors, je n'arrête pas de rire parce que je cherche la même. Ça a changé la position de sa bouche. Qui tape le doigt. Monsieur Mbadjou, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'avec ce mouvement, bien, on va dire oui, ce divertissement qui s'est généralisé et qui a conquis la toile aujourd'hui, qu'en réalité, on se rend compte qu'il y a même des ministres de la République qui sont rentrés dans le jeu. Ouais. En fait, les professeurs d'université, ils éloignent carrément les Camerounais des sujets importants pour vous maintenir dans le divertissement, monsieur Mbadjou. Monsieur Michel, retenez aussi qu'on bavarde trop quand même. On bavarde trop. On discute trop. Et surtout. Le Cameroun a 3 millions d'intellectuels. Facebook en a 2500. 2 millions 500. Les 500 là, c'est ceux qui nous bassinent ailleurs sur les plateaux. Mais franchement, parce que on débat de tout. La route. Après, on est tranquille. On dit on va encore réfléchir sur quoi? La guerre. Après, on dit on va encore réfléchir sur quoi? Voilà le débat au Cameroun débattre. Nous devons passer à l'action concrète. Pourquoi n'avons-nous pas de route? Regardez les avocats. Ils ont fait la suspension. Et là voilà, ça a apporté quoi? Quelle réflexion? Quel débat? Non, arrêtons un peu ça. Moi je pense que ce débat, le débat qui est posé, pose véritablement le problème de la prise en charge des femmes. Ouais. La prise en charge de la femme est devenue, comment je veux dire, futile, stérile. Les femmes aujourd'hui sont devenues des bébés qui souhaiteraient qu'on les prenne en charge pour tout et rien, beaucoup plus dans l'agréable que dans l'utile. Les filles, quand vous parlez, quand vous parlez, ils parlent. Beaucoup plus dans l'agréable que dans l'utile. La preuve, regardez sur Facebook, vous voyez une fille qui part commander, elle avait son gars, elle part commander un requin. Elle-même, elle n'avait pas mangé les requins. Mais ça lui donne quoi? Vous voyez une fille qui a... Je regarde ça avec les mini-séries là sur Facebook. Vous voyez des jeunes filles là dans un truc. Le gars dit chérie, mets-toi à l'aise. Elle décroche. Quand elle vient à la caisse, on dit que ça fait 350 000. Hé chérie, je n'ai même encore rien pris. Entre temps, le gars a suivi 50 000. Vous voyez jusqu'où on est réduit à... on a réduit la prise en charge. Est-ce qu'on devrait même parler de prise en charge? Je ne pense pas. Je crois qu'on a fait les plus beaux mariages, monsieur Michel Ngathou. Nos parents ont fait les plus beaux mariages. C'était une sortie par mois. C'était 1, 2 ou 3 sorties. Les sorties ne commencent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être partout présente, surtout dernier téléphone, dernier crédit téléphonique, à son soutien. Mais franchement, on se perd. Même la musique ne nous aide même plus à nous en sortir et à réfléchir logiquement. On est mort. Donc, quand une situation, un sujet comme celui de 2000 sort, vous voyez tous les hommes qui sont oui. Je suis membre de cette. Vous voyez, le gars, celui qui dit 2000 là n'est pas en train de blaguer. C'est un bon moment qu'on a fait. Il a pris le moment en live. Il est vrai. Il reste ce plateau avec non. Donc tu as 2000. C'est un bon moment qui commence. Donc, vous voyez, celui qui vient avec ça. Donc une femme qui va venir vous poser, la femme qui vient vous poser un problème en disant que j'ai le projet, j'ai ceci. Dès qu'elle vient avec ça, aussitôt, elle se laisse toquerie. Vous voyez, ça sort, on a floué tout. Ça peut faire rire, un peu plus sérieux quand même. C'est vrai, c'est beaucoup d'amusement. Mais les Camerounais, il y a un fond. C'est que nos sœurs ne doivent pas être des marchandises en réalité. Elles se vendent. Elles doivent être des marchandises. Nos femmes, et qu'est-ce qu'elles nos vendent sœurs, de sexe?
Et parfois, Là, il y a quelqu'un qui disait un jour, sur ce plateau, d'ailleurs je vais citer Eric Fopoussi, quand je regardais l'émission par le passé, qui a dit sur ce plateau un jour que si on enlève le sexe à une femme, qu'est-ce qu'elle peut bien offrir? Bon, même C'était moi, c'était non. venu de moi. D'accord, même si je suis Et pas... on m'avait tapé le lendemain. Même si je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas totalement d'accord, il y a que... Mais sauf mais que c'était cette pas sous phrase, cet angle cette physique. phrase, elle est très effectivement. sexiste. Voilà. Non, Mais je pense... Ce n'est pas Je pense que nous avons des sœurs, des merveilleuses femmes dans nos villes chaque jour. Et ce n'est pas à vous réduire... Monsieur Michel Ngachou, je vous dis ça en français simple. Les laides filles de tous nos quartiers sont mariées. Les belles filles sont au quartier. Ce qui n'est pas faux non plus. Oui, je vous dis, tous celles qu'on taxait de laides filles au quartier sont mariées. Toutes là sont mariées. Vous ne les voyez. Les filles qui viennent vous raconter, oh, j'ai des problèmes sur la mère. Oh, c'est des belles femmes. Vous réglez vos comptes. Je n'ai rien réglé. Je ne fais que dire la vérité. D'accord, Non, j'avais mon ami personnel, il est décédé, il s'appelait Jean-Michel Cancan. Bon, quand il avait commencé ces choses, il savait les jeunes filles de Vogada. On ne croyait pas. Non. Ce qui se passe, moi je pense que c'est normal. Il faut que ce débat soit public, mais soit les thématiques que ça relève, oui. Ça dégage, soit ressorti. C'est castigare ridando mores. Corriger les mœurs en riant. Qu'est-ce qu'on veut corriger? En réalité, le débat d'aujourd'hui pose la problématique que nous, les initiés, nous avons confiée à nos filles africaines dans les mouvements kémites. Qu'est-ce que la femme africaine n'aurait pas dû perdre? Qu'est-ce qu'elle n'aurait pas dû abandonner? Ça relève d'abord de la conférence qu'elles vont donner le samedi prochain, samedi le 26, le 26 à Deido, le 26 décembre à Deido, à 11h. Quel est le rôle? Les femmes vous entendre dans mon bord. Le rôle et place de la femme. Je voudrais qu'elles ouvrent les oreilles pour vous entendre parler. C'est très important. Le rôle et place de la femme kémite aujourd'hui. Quand vous dites que vous êtes une femme, une fille africaine, c'est quoi être une fille africaine? Comment on passait? Pour cela que nous disons que le mouvement de l'émancipation de la femme, c'était la libération du sexe. C'est tout. On n'a pas donné un autre contenu à cela. Et comme l'Occident est dominateur, on nous a embobiné un peu comme la télévision est venue ici, comme Internet est venu, sans préparation aucune, et on s'y est lancé, véritablement. Or, l'école, dès le premier jour, les femmes africaines qui sont allées à l'école, vous savez, parce qu'elles étaient même plus intelligentes que les garçons, vous savez comment, notamment les Français ont fait? Ils ont interdit systématiquement, dans des pays francophones, jusqu'en 1962, que les femmes fassent les études de médecine, de pharmacie et d'autres, d'économie. La femme qui passait ce qu'elles appelaient à l'époque sciences expérimentales ou maths, sciences expérimentales ou maths élémentaires, mais on les bloquait là, on les envoyait faire des études. Non, même des sages-femmes, même pas d'infirmières, d'assistants sociaux, alors que leurs camarades garçons allaient s'inscrire dans les facultés de médecine, de pharmacie et autres. Pour vous, ça équilibrait les données sociales? Non, je veux dire que les données de la femme, il fallait laisser la jeune fille, les jeunes garçons s'épanouir, s'émouvoir. Oui. Il y a eu, je pense, pour le cas, notre cas au Cameroun, je pense que c'était Madame Elisabeth Tanque, c'était l'une des premières qui a bravé, elle a même fait économétrie. Donc l'une des branches de l'économie que même les garçons ne maîtrisaient pas. Il y avait plein qui sont venus par la suite. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir, et c'est d'ailleurs ce qui a amené cette catégorie, cette classe de femmes-là, d'organiser en, je pense, 1987 à Yaoundé, colloque de la famille africaine, parce que c'était des femmes qui étaient dans les administrations publiques africaines, ministère des Affaires sociales et tout, pour reposer le problème de la famille africaine. C'est la première fois qu'on a commencé à parler des parentés responsables. Parce qu'elles avaient vu que même ce qu'on appelait PMI, qu'est-ce qu'on a valorisé par la femme. Et puisqu'on n'a pas laissé la femme parler, comme l'exigent les Africains, bon, on est arrivé à la situation où on est aujourd'hui. Parce que la femme n'a pas pu, on ne lui a pas donné l'occasion de transmettre à sa fille ce qu'elle doit conserver comme dignité. Merci beaucoup, Mbouan Ben Gana. On espère que nos sœurs qui nous regardent ce matin ont pris la belle leçon.
Pardon? Vous donnez combien? Non, moi, tant que je peux, je m'occupe. Vous êtes dans le syndicat? Non, mais pour le moment, le maximum c'est 2000. Vous voulez Pour le moment, le maximum c'est 2000. Oui, c'est 2000. Pas plus. Et on les conseille d'ailleurs de commencer à cotiser 300 par jour pour le pain de 8 mars. Voilà. Dès ce jour. Elles auront le montant nécessaire. Non, et pour acheter le pain, et pour la couture, et pour le poisson et la bière qui va accompagner. Et Dominique me demande si c'est sur le syndicat ou pas. Un sac Mokota. Non, je n'ai rien à dire. Je vous en prie. Je peux le dire et puis ça me... Il connaît. Là où il va donner. Allons saluer justement Consti Lamine qui est avec nous ce matin. Consti Lamine est avec nous dans un moment. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, Consti Lamine, ça nous fait plaisir. Vous revenez encore ce matin nous parler du tapis de braise, c'est ça? Bien entendu, Michel Ngatiou, je viens parler d'un produit innovant, d'un produit qui est une propriété au Cameroun et en Afrique, du concept Salaka. Je rappelle que ce produit est en vente depuis plusieurs années aux États-Unis, en Europe, en Asie et dans certains pays africains. Mais ça fait pratiquement quelques jours que le concept Salaka permet aux nombreux Camerounais d'avoir le tapis de braise. Oui, voilà comment il se présente. Il est moins encombrant, il est de qualité supérieure, il ne se brûle pas. Vous avez regardé le spot tout à l'heure à la télévision, la qualité des acteurs. Vous avez bien sûr vu la pratique de l'utilisation de ce tapis de braise. Vous aurez donc le numéro de téléphone tout à l'heure à l'écran pour passer vos commandes. Oui, ce tapis de braise, vous l'avez du côté du magasin 1001 tapis qui est en plein cœur de Douala, c'est au quartier Aqua. Ce tapis de braise vous permet de ne plus avoir un poisson qui colle. On a vu des gens, pendant qu'ils braisent le sol, vous savez très bien que le sol est un poisson qui colle énormément. Avant que le sol ne sorte du feu, une bonne partie reste sur le grillage. Oui, une bonne partie reste sur le grillage. Avec le tapis de braise du concept Salaka, vous n'aurez plus besoin d'avoir votre sol à moitié. Vous n'aurez plus votre maquereau à moitié. Vous aurez l'entière, c'est-à-dire vous aurez totalement votre maquereau parce que le tapis de braise permet au poisson de ne plus coller. Il permet, bien entendu, à la viande de bien cuire et de cuire rapidement. Vous l'avez donc du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Mais la communication de ce matin est une communication tout à fait particulière, tout à fait spéciale. Le concept Salaka vient une fois de plus annoncer à tous les téléspectateurs de cette émission, à tous les clients du concept Salaka, que nous organisons 3 jours de vente promotionnelle du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière, c'est à Douala au Cameroun. L'hôtel Lumière est situé en face du lycée d'Aqua. Le lundi 21, le mardi 22, le mercredi 23 décembre, nous organisons des journées de vente promotionnelle. Et à l'occasion de ces journées de vente promotionnelle, vous aurez bien sûr l'occasion de vivre la démonstration Made in Cameroun, c'est-à-dire de l'utilisation du tapis de braise qui vous sera vendu à un prix vraiment très très promotionnel. Vous aurez bien entendu des produits tels que le kilogramme de maquereau, vous l'aurez à 500 francs du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière. Vous aurez également le kilogramme de viande de bœuf, vous l'aurez donc à 1500 francs du côté bien sûr de la terrasse de l'hôtel Lumière Aqua, en face du lycée d'Aqua. Et cette vente
ventes promotionnelles concernent tous les téléspectateurs de cette émission, pas seulement ceux qui sont à Douala. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Nguelemenduka, vous êtes à Garoua, vous avez la possibilité de commander l'un des articles du concept Salaka au prix promotionnel. Déjà, ce soir, je donne rendez-vous demain samedi à tous les téléspectateurs de cette émission, du côté bien sûr de Yaoundé, où je vais signer un contrat avec les bouchers de Yaoundé, avec les poissonneries de Yaoundé, question de permettre à nos clients de Yaoundé également de pouvoir acheter sur place à Yaoundé lundi, mardi et mercredi le kilogramme de maquereau à 500 francs. Les numéros de téléphone, vous les avez. Passez vos commandes, faites des réservations et notez le rendez-vous très très bien. Prenez un stylo, prenez une feuille. Journée de vente promotionnelle du concept Salaka le lundi, le mardi et le 23 décembre 2020 de 9h à 20h à la terrasse de l'hôtel Lumière. C'est à Aqua. Merci, en face du lycée d'Aqua. Vente promotionnelle des tapis de braise de tous les produits du concept Salaka. Merci beaucoup, Consti Lamine, avec le tapis de braise. On sera très heureux, bien évidemment, de vous retrouver la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, lundi, avec le même plaisir, nous vous saluons hautement des endroits où vous êtes. Gardez le cap sur le Cameroun. Ne perdez pas un seul moment. Ouvrez les yeux sur la gestion des affaires de la société. Nous vous disons merci à vous, Charles Membachou, Bonbon Bengan, Dominique Audrey, Karine Santia. Et nous prenons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 10h. Bon week-end.